On va commencer du coup si vous voulez bien. Bonsoir à tous. Je commence par une brève présentation. Je m'appelle Delphine Roubieux et je suis la cofondatrice de Baby Montessori. Donc on a créé ça avec mon mari en 2014. On avait une petite fille à l'époque et là maintenant on est heureux parents de 3 petites filles de bientôt 3 et 5 ans et de 10 mois. Donc on a eu l'idée de créer donc, ces crèches quand on a eu notre Éléonore et on a souhaité créer un projet en fait, qui nous ressemblait et qui reprenait un peu toutes les valeurs en fait, qui nous correspondaient et proposer à notre enfant un lieu de vie en fait, qui soit adapté à ses besoins et qui soit bienveillant. À l'origine, comme tout parent, j'avais vraiment le désir de bien faire, le désir de vraiment apporter le meilleur à ma fille. Et j'avais découvert un ouvrage d'Isabelle Filiosa qui s'appelle Au cœur des émotions de l'enfant, et donc un livre magnifique et qui m'avait vraiment profondément bouleversée. Parce qu'avant cette lecture de livre, je faisais partie des parents qui estimaient qu'il y avait des bonnes fessées, on pouvait punir, qu'il fallait donner des bonnes bases à l'enfant en fait. C'est quelque chose où je pensais que réellement il y avait besoin d'un cadre et pour moi il fallait donner des fessées alors j'en avais pas donné puisque ma petite fille était trop petite, mais c'est un livre qui m'a fait prendre conscience en fait que des effets néfastes en fait de la fessée, pourquoi c'était mal, pourquoi c'était pas bon, pourquoi c'était destructeur. C'est quelque chose qui vraiment m'a vraiment bouleversée au fond de mon être. Et après, j'ai commencé à rechercher, mais pourquoi c'est aussi négatif, quels sont les effets négatifs de la punition, des cris. Et donc, j'ai vraiment pris conscience de ça. Et alors, je me suis dit, mais alors, ok, donc il ne faut pas taper, il ne faut pas punir, il ne faut pas crier, mais alors comment faire en fait? Et donc, l'objet de cette conférence ce soir, c'est pas de culpabiliser les parents, c'est pas non plus l'objet, c'est pas non plus de faire le listing de pourquoi c'est mal la fessée, pourquoi c'est destructeur pour l'enfant. Ça, vous avez des ouvrages, notamment ceux de Catherine Guéguen, qui sont assez remarquables. On vous donnerait en fin de conférence et sur Facebook aussi la liste des ouvrages que je vous conseille pour aller un peu plus loin, qui vous permettent en fait de mieux comprendre le fonctionnement de l'enfant, le fonctionnement son développement et comment on peut justement l'accompagner au mieux en étant au plus juste avec nous-mêmes. Et ces pistes, donc c'est vraiment pas l'objet de la conférence de ce soir de culpabiliser les parents. Voilà, il faut savoir que quand même 85% des enfants ont été tapés dans leur vie, que sans doute 95%, voire la majeure partie des enfants ont été punis ou on leur a crié dessus. Donc il y a tous un moment où on dérape, il y a tous un moment, voilà. Et le but c'est pas de justifier ces moments de dérape, c'est plutôt en fait de se dire ok, on a pu déraper, comment on rebondit, comment on fait mieux, comment on s'améliore en fait. Et c'est vraiment, j'ai vraiment volonté ce soir d'essayer de vous donner des pistes concrètes de comment faire sans fessée, sans punition et sans cri. Donc c'est quelque chose qui est possible puisque notamment dans les crèches Baby Montessori et sans doute ailleurs, il n'y a pas de fessée, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de cri, et pourtant les professionnels passent plus de 50 heures, enfin pas les professionnels eux-mêmes, mais les enfants passent 50 heures dans une crèche, et ils y sont, ils y vivent, et on les éduque, et ils ne sont pas des petits monstres pour autant, et c'est des petits enfants courtois, empathiques, ils ont des hauts et des bas, et les éducatrices s'en sortent bien, sans fessée, sans punition et sans cri. Donc c'est qu'il y a bien des moyens pour faire autrement en fait. Donc après, évidemment, je vais à mes bols tout de suite parce que, évidemment, un enfant va avoir un comportement différent avec son parent qu'avec les professionnels. Souvent, on peut dire à la crèche, c'est un petit ange qui arrive à la maison, vous avez vraiment quelqu'un qui fait des colères, avec qui vous n'arrivez pas à communiquer, mais c'est parce que vous êtes son référent en fait. Donc c'est vrai qu'effectivement, et souvent, c'est souvent la maman, c'est la parent qui passe le plus de temps. Donc c'est vrai que souvent avec la maman, l'enfant va aller plus à l'affrontement, plus se lâcher, alors qu'avec papa, il va plus être dans la retenue. Donc c'est pas qu'il vous aime moins, c'est au contraire qu'il vous aime plus et qu'il est encore plus en sécurité et qu'il peut se lâcher avec vous. C'est un peu comme quand vous revenez du travail, avec qui vous osez vous lâcher, parce que finalement c'est le conjoint, c'est celui qui prend plus, alors que vous êtes retenu toute la journée sur vos collègues, sur votre patron, votre employé, etc. Et le soir, en fait, qui c'est qui s'en prend plein la tête? C'est les personnes avec qui on a confiance, en fait.
Donc c'est pareil, l'enfant, il est en confiance avec vous, donc il va vous rendre sa journée, c'est charmant. Mais c'est vrai que voilà, c'est pour modérer aussi les propos en disant que si les professionnels arrivent à s'en sortir sans punition, sans fessée et sans cri, c'est parce qu'elles ne voient pas toute la face de l'enfant. On est bien conscient que c'est plus compliqué pour vous qu'avec les professionnels. Mais quand même, il y a beaucoup de choses que les professionnels mettent en place, en fait, qui permettent que l'enfant coopère, que l'enfant qu'il y ait moins de conflits, de transformer les comportements de l'enfant. Et ces choses, en fait, voilà, c'est vraiment le but de cette conférence ce soir, c'est vraiment vous donner des clés, des pistes et des moyens pour aller de l'avant. Et pour, j'ai pas la prétention de faire une liste exhaustive de tous les moyens, mais j'ai la prétention de vous en donner un certain nombre et surtout de vous faire réfléchir. Bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes dans une certaine démarche, mais d'aller plus en avant, de dire tiens, ça j'y avais pas pensé, ou ça je connaissais pas, je vais explorer plus ça. Ouais. Même si vous retenez 1 ou 2 clés ce soir, c'est déjà pas mal parce que ça vous en fait 1 ou 2 cordes de plus à votre arc. Et Dieu sait que c'est difficile d'être parent, Dieu sait que c'est difficile d'être patient parce qu'on est fatigué, on a tous un boulot prenant. Et donc le soir, on est fatigué et tout le monde fait au mieux. Il n'y a pas de parent parfait. C'est un des livres d'Isabelle Filiosa et c'est assez révélateur parce qu'on se rêve tous en parent parfait jusqu'au jour où on a un enfant. Et on rêve tous d'un enfant parfait jusqu'au jour où on a un enfant. L'enfant qu'on a, c'est notre enfant, il n'est pas parfait. Mais il est parfait à nos yeux, mais il y a des comportements, on s'en passe très bien. Et en fait, on se rend compte que si on analyse un petit peu tous les comportements, tous les conflits, il y a beaucoup de choses qui pourraient être enlevées en amont. Il y a notamment ce qu'on appelle l'aménagement de l'environnement. En fait, Maria Montessori, dans la quasi-totalité de ses ouvrages, en fait, parle de l'environnement et de l'importance de l'environnement préparé. Alors, c'est pour ça, par exemple, vous voyez en crèche, l'environnement il est préparé, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de dangereux, il y a tout qui peut être à la portée de l'enfant, et ce qui n'est pas à la portée de l'enfant ne l'est pas. C'est-à-dire que par exemple chez vous, on dit que quand vous dites une fois non, c'est entre guillemets la faute de l'enfant, mais quand on dit 2 fois pour la même chose non, c'est que c'est vous qui n'avez pas fait un retour sur l'erreur. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez mis des DVD à sa portée, que l'enfant à 11 mois il sort tous les DVD systématiquement l'un après l'autre, si ça vous gêne qu'il sorte les DVD, vous prenez les DVD, vous les mettez en hauteur. Si vous dites 2 fois non sur les DVD, il faut savoir que c'est qu'à partir de 21 mois qu'il est capable de retenir une règle, vers 21 mois environ. Donc c'est-à-dire qu'avant, tous vos efforts pour essayer de répéter, c'est un poisson rouge. Donc c'est-à-dire qu'il va vous regarder, il va vous donner l'impression qu'il a compris. Donc il a compris qu'il se passe quelque chose quand vous dites non, stop, etc. Mais jusqu'à 21 mois, incapable de retenir la règle. Même si vous regardez avec anxiété, ça ne veut pas dire qu'il vous défie, ça veut simplement dire qu'il se dit tiens, il y a un truc qui se passe quand maman me dit non, stop. Donc ça veut dire que les DVD, si vous ne voulez pas qu'ils les touchent, vous les prenez, vous les mettez de plus haut. L'environnement préparé, c'est-à-dire que vous enlevez toutes les choses dangereuses, vous avez les caches-prises, c'est-à-dire à partir du moment où vous dites non une fois, vous avez repéré un danger, vous avez repéré quelque chose qui vous gêne dans l'environnement, et le mieux, c'est en fait de le réaménager. Et l'aménagement de l'espace, c'est quelque chose qui en fait va vous faciliter la vie, vous vous rendez même pas compte. Parce qu'en fait, vous allez déployer une énergie considérable à en permanence dire stop à l'enfant, dire non, non, touche pas ça, touche pas ça, touche pas ça, touche pas ça. Et l'enfant, c'est extrêmement frustrant en fait. Parce que l'enfant, finalement, il est baigné dans un océan d'interdits. Et du coup, il ne fait pas la différence entre le vrai interdit parce qu'il y a un danger immédiat. Si vous êtes tout le temps en train de dire non, stop, arrête, l'enfant, il n'entend plus que ça. Alors, soit il s'arrête complètement, il est sidéré, c'est-à-dire que finalement, il n'a même plus envie d'explorer parce qu'au bout d'un moment, ça le lasse. Ou alors, l'enfant, en fait, il ne vous écoute plus parce que vous êtes en permanence sur son dos et pour vous déployez une énergie assez considérable en fait à toujours dire ne touche pas ça, touche pas ci, fais pas ça, etc. Donc en fait, c'est un peu comme quand vous allez dans un parc et qu'il y a plein de Lego par terre. Enfin, clairement, soit vous mettez sur la pelouse où il n'y a pas de Lego, soit vous acceptez au bout d'un B qui touche certaines choses. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, en fait, vous vous exposez si l'environnement n'est pas préparé, vous vous exposez en fait à ce que vous soyez tout le temps en train de dire non. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est-à-dire aménager votre espace. Et souvent, les parents, en fait, ils dépensent une énergie
il y a un temps et de l'argent de manière considérable quand le bébé est même pas né. C'est-à-dire qu'ils vont dépenser des milliers d'euros pour faire la chambre de bébé, le lit de bébé, les choses bébé, les choses jolies qu'au final l'enfant il n'a presque pas besoin. Ce qui compte pour lui un nouveau-né, c'est dans vos bras. Et en fait, il pense à préparer la chambre, mais après l'enfant grandit et on n'aménage plus la chambre. C'est-à-dire que quand il grandit, il marche à quatre pattes, on n'enlève plus tellement les choses. Après, il y en a certains qui mettent un parc, ça peut être une pollution, s'il y a des animaux, etc. Mais finalement, en fait, faire de sa maison un parc géant, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que au début, il est sur son tapis, donc il ne bouge pas trop. Finalement, il commence à ramper, donc on enlève les objets dangereux autour. Après, il se met debout, donc on enlève les choses qui sont courantes. Et ça va passer, parce qu'il ne va pas vider la bibliothèque pendant 3 ans. C'est pendant 6 mois le temps qu'il vide, et après il a 14 mois, il ne s'intéresse plus à vous vider les DVD. Donc hop, on met les DVD en place. Après il va s'intéresser à vider la cuisine. Donc qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de produit d'entretien à la hauteur de l'enfant, on a les casseroles. Est-ce que c'est grave que l'enfant prenne les casseroles et sorte dessus? Il est plus heureux, c'est en cuisine. Ça tape avec vos couverts de casseroles, donc on prévoit que ce qui est à sa hauteur, il puisse le sortir. Ouais, si vous avez la semoule, la farine, vous mettez en hauteur. Les boîtes d'œufs, c'est pareil. En fait, vous réaménagez votre environnement. Ce qui fait que finalement, vous avez enlevé environ 80% des interdits chez vous. Vous voyez, c'est vraiment l'aménagement qui fait que c'est beaucoup plus pratique. Vous voyez, s'il n'y a pas des choses dangereuses, et ce qui fait que vous êtes plus détendu, que votre enfant il peut explorer à sa guise. Et en fait, du coup, il s'ennuie moins parce qu'il est moins frustré. Et du coup, il est moins entre guillemets tout le temps dans vos basques à chouiner, etc. parce qu'il s'ennuie. Et du coup, il a plus de temps de qualité en fait pour explorer. Et vous évitez de briser son désir d'exploration en fait. Donc ça c'est important. L'environnement préparé, c'est aussi que les choses soient à sa hauteur. C'est-à-dire qu'il puisse attraper son manteau, qu'il puisse mettre ses chaussures tout seul, qu'il puisse prendre ses vêtements dans le placard. Vous voyez, c'est pas juste enlever tous les dangers et les interdits, mais c'est aussi mettre des choses pour qu'il puisse faire de manière autonome. Parce que si à chaque fois il doit vous demander, eh bien pour lui c'est un frein en fait. Donc vous n'êtes pas à sa disposition non-stop. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va chouiner une fois, 2 fois, maman, maman, alors que vous êtes occupé, vous êtes sur votre téléphone, etc. À la fin, ça va monter, parce que lui, il est obligé de monter, parce qu'il a toujours besoin de vous. Et vous êtes agacé souvent, donc du coup, il y a mais arrête de m'embêter, et des petites phrases qui partent, tout simplement, alors que s'il avait pu y avoir accès tout seul, eh bien, du coup, il aurait pu être autonome, et donc il y a certains conflits qui disparaissent. Vous avez aussi la mise en place de routines. Ça, c'est important, ça construit l'enfant, ça le structure. C'est-à-dire, quelles sont les choses qu'on fait l'une après l'autre. Voilà, c'est-à-dire que à la maison, par exemple, quand on rentre le soir, on se déshabille, on se met en pyjama, on remplit les choses, ensuite on va manger, etc. Vous voyez, des choses qu'on fait de manière répétitive. Et l'enfant, surtout vers 2 ans, il adore les routines. Et ça le structure, ça le rassure. Et vous allez voir que vous mettez en place, par exemple, à la crèche, ils ont mis en place ils mettent leur bavoir tout ça pour le moment du repas, ils mettent leur bavoir, ils prennent leur petit bol, leur petit verre, leur petite assiette, ils s'installent à leur table, on leur amène le repas, ils se servent. Ensuite, quand ils ont fini, ils se débarbouillent avec leurs petits gants, ils mettent ça dans un panier. Mais vous les verrez, les professionnels, elles ont passé un certain temps à répéter les mêmes consignes, mais maintenant, c'est impressionnant, ils le font tout seuls. Tout seuls, ils savent qu'ils prennent ça. Et en fait, les enfants, ça les structure parce qu'ils savent. Et du coup, ce qui est un conflit, entre guillemets, finalement devient quelque chose de naturel. C'est-à-dire qu'ils savent qu'on va se mettre en pyjama, on a préparé le pyjama, ils savent qu'on prend la douche, qu'on prend ça, etc. Et du coup, finalement, c'est fluide, vous voyez. L'enfant, c'est ah ok, après ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et du coup, vous enlevez encore une fois des conflits de ah maintenant on va faire le bain, ah maintenant on va faire ça. Et ça fait que ça limite les conflits. Parce qu'en général, beaucoup de conflits surviennent quand? Le matin, quand vous êtes pressé pour le boulot, c'est en clair. Le soir, quand vous êtes fatigué, vous n'avez qu'une chose en tête, c'est être les jambes allongées devant votre canapé. Et là, vous êtes fatigué parce que vous avez un petit garçon, une petite fille crevée, qui veut qu'une chose, c'est faire un câlin avec vous. Et vous n'avez qu'une envie, soyons sincères, c'est qu'il soit dans son lit. Non mais soyons clairs, réellement c'est ça. C'est que vous êtes crevé le soir, et le matin, c'est qu'en fait, vous êtes à la bourre, et c'est vite, alors que l'enfant, il a besoin de se recharger. Donc, ce qui peut aider, c'est vraiment structurer des routines, c'est-à-dire par exemple, et anticiper. L'anticipation, c'est la clé du succès. C'est-à-dire si vous avez repéré que le matin, vous disputez parce que lui veut le pantalon rouge, vous voulez le pantalon jaune, et bien la veille, on choisit ensemble les vêtements. Qu'est-ce qu'on va mettre demain? Tac, la pile est prête. Comme ça, le matin, il s'habille tout seul. Ou alors, vous l'habillez ensemble, mais vous avez déjà limité ce conflit. Où on a choisi les vêtements ensemble, donc finalement, ça fait partie intégrante de OK, demain matin, je vais mettre mon pantalon, je vais mettre ça, et il y en a plus ce conflit-là. Vous voyez, on peut préparer les bols du petit déjeuner. La veille, par exemple, on préparait les choses.
voyez, il y a vraiment des où le matin on a préparé les chaussures, le manteau, et donc du coup c'est beaucoup plus fluide. Et il n'y a pas la dispute. On peut aussi, si on sait que l'enfant est plus lent, se réveiller plus tôt. C'est-à-dire que comme ça, il a ces 10 minutes où il va mettre ses chaussures. Alors certes, le sommeil c'est important, mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux dormir 10 minutes de moins et qu'il ait pu mettre le temps de mettre ses chaussures, plutôt de partir avec l'enfant qui hurle comme ça, vous, la boule au ventre, vous jetez limite à la crèche, et ensuite vous partez en conflit, l'enfant est sans abandonné, vous vous sentez pas bien, et la journée elle a mal démarré en fait. Donc vraiment anticiper au maximum la routine du matin pour vous dire tiens là ça coince là-dessus, vous voyez. Et écoutez aussi l'enfant parce que souvent l'enfant il vous dit je veux faire tout seul. 90% des conflits c'est parce qu'il veut faire tout seul, surtout quand il est plus grand, tout seul, tout seul, tout seul. Et il va vous le répéter avec une force. Et si vous ne le laissez pas faire tout seul, il va mettre son énergie à vouloir faire tout seul et au bout d'un moment il abandonne. Et ça vous donne des enfants qui ont 4 ans, 5 ans, qui ne savent pas s'habiller tout seuls, qui sont toujours pas autonomes, qui ne mangent pas tout seuls, qui ne se préparent pas tout seuls. Parce que l'enfant, il faut qu'il grandisse. Donc il ne peut pas mettre toute son énergie à vouloir faire tout seul. Donc il met ça avec une force et vous verrez que dans beaucoup de conflits, surtout avec les 2 ans, c'est parce qu'en fait, on ne le laisse pas faire tout seul. Donc du coup, il hurle. Pourquoi il hurle? Parce que il vous donne le livre pour vous ouvrir l'opercule. Vous, gentiment, vous ouvrez l'opercule. Et en fait, non, il ne voulait pas que vous ouvriez l'opercule. Il voulait que vous ouvriez un tout petit peu l'opercule. Parce que lui, il galérait à le faire. La mandarine, c'est pareil. Il vous donne la mandarine. Et là, vous commencez à appeler le tomate. Et là, il hurle. Vous dites, mais c'est pas vrai, il m'a donné la mandarine pour que je l'ouvre. En fait, non, il veut vous donner un petit coup d'ongle dans la clémentine pour qu'il puisse le faire tout seul. En fait, tout ce qu'il veut, si vous entendez bien votre enfant, c'est tout seul. Donc il veut grandir, l'enfant il veut grandir. Et quand on a compris ça, en fait, on enlève du coup les ancrages qui lui permettent de bien grandir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, surtout vers 2 ans, ils ont un besoin de s'affirmer les enfants. Et ils ont besoin de faire des choix. C'est très important, vous avez leur cerveau, le lobe préfrontal qui grandit. Donc c'est le siège de l'intelligence et le siège de la décision. Et vers 2 ans, ça grandit, c'est comme à l'adolescence. À l'adolescence, on voit la même chose que vers 2 ans. C'est l'adolescence de l'enfance, c'est vers 2 ans. Donc l'enfant grandit, il a besoin de faire des choix. Et donc c'est important de lui donner des choix à faire. Maintenant, on ne peut pas lui donner trop de choix parce que clairement il a que 2 ans. Mais ce qu'on peut faire, ça s'appelle faire des choix fermés. Donc choix fermés, c'est-à-dire entre 2 options qui vous vont. C'est toi qui mets les chaussures tout seul ou c'est moi qui te les mets? Finalité, il va mettre ses chaussures. C'est tu mets la jupe avant le t-shirt ou le t-shirt avant la jupe. Donc, moralité, il met la jupe et le t-shirt. On met le pantalon, vous pouvez donner le choix entre 2 vêtements. Tu veux le pantalon rouge ou le pantalon bleu? Vous voyez, il essaie des petits choix qui ne sont pas trop vastes parce qu'il n'a que 2 ans, mais ce sont des choix quand même. Et donc du coup, l'enfant, il se sent respecté et il peut s'affirmer en fait. Donc pouvant s'affirmer sur des petites choses, il va moins faire une lutte sur d'autres choses en fait. Et ça permet en fait de choisir ses batailles. S'il y a des choses qui sont vraiment importantes pour vous, si par exemple pour vous c'est vraiment important qu'il ne grignote pas ce biscuit juste avant le repas, et bien à ce moment-là vous tenez bon sur 2-3 choses importantes pour vous. Si pour vous c'est capital qu'on fait telle chose, qu'on a tel rituel en famille, et bien là à ce moment-là vous faites vos choix de bataille en fait. C'est-à-dire que vous allez vous dire bon, moi c'est important c'est ça, et là c'est non, et quand je dis non, c'est non. C'est-à-dire j'ai choisi que ça, ça et ça pour ma famille. Pour moi, c'est important. Et c'est pas les mêmes choses pour chaque famille. Chaque famille n'a pas les mêmes rituels, chaque famille n'a pas les mêmes règles. Et c'est important en fait après de choisir ses batailles. Vous ne pouvez pas tenir. Voilà, si qui veut gagner la guerre, choisit ses batailles. Vous ne pouvez pas gagner sur toutes les batailles. Et si toutes les batailles, vous allez dépenser une énergie considérable et votre enfant aussi. Et c'est épuisant. Et en fait, il n'y a pas de degré. Vous voyez, quand on choisit, par exemple, que pour moi c'est important qu'elle ne mange pas un biscuit alors qu'on va juste manger, et bien vous tenez bon là-dessus, c'est non. Et il peut hurler, pour les par terre, c'est toujours non. Vous voyez, pour vous, c'est important que, je ne sais pas, qu'on ne se tape pas. Par exemple, qu'on ne tape pas son frère, sa soeur. Et bien là, pour moi, là, vous mettez un non ferme et définitif. Voilà, pour moi, je n'accepte pas que tu lui fasses mal. Voilà, pour moi, je ne suis pas d'accord. Donc quand tu seras prêt, tu me demanderas pardon. Et ça, du coup, l'enfant comprend qu'il y a quelque chose, il y a un enjeu ferme sur cette chose et cette chose. Vous voyez, ces choses que vous choisissez qui vont correspondre à votre famille et votre mode de vie. On ne peut pas, voilà, pour vous, par exemple, ça peut être important de manger, de pas en mettre partout quand on mange. Pour un autre parent, ça peut être totalement égal de manger partout quand on mange. Par contre, pour un autre parent, ça peut être important de, je sais pas, d'enlever ses chaussures quand on rentre. Vous voyez, vous avez des petites choses qui vous tiennent à cœur en fait. Et donc, il y en a certains qui vont mettre l'accent sur tu mets tes chaussures, je ne veux pas les voir traîner. D'autres, ça va leur être égal que ce soit le cafarnaum à la maison. Donc c'est important en fait de choisir ses batailles et se dire là-dessus je mets l'accent, ça c'est important pour moi. Et on ne peut pas gagner sur tout, on ne peut pas faire la guerre sur tout, c'est pas possible. Sinon la maison c'est un enfer, l'enfant c'est un enfer et l'enfant il a besoin d'avoir des petites choses sur lesquelles il a un pouvoir décisionnaire. Comme ça il gagne en confiance
Et c'est pas bon d'avoir un enfant soumis. On ne veut pas avoir des citoyens soumis. Est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment pour nos enfants, qu'ils soient soumis, que quand on dit oui, ils disent oui? C'est pas ça qu'on veut pour nos enfants. Nous, on veut que ce soit des hommes et des femmes qui puissent s'affirmer, dire non, faire des choix. Et donc leur apprendre à se soumettre par la force, c'est pas forcément ce qu'on souhaite pour notre enfant. Et souvent, c'est ce qu'on voit en fait. Il y a beaucoup de parents qui disent, en fait, autoritaire jusqu'à ce que je ne puisse plus me supporter, laxiste jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Et donc c'est souvent, on voit cet effet balancier, c'est-à-dire qu'on va crier, punir l'enfant, et puis après on se dit, bon, j'abuse un peu là, franchement je me supporte plus, je suis un peu une mégère voilà, un tortionnaire. Du coup, on relâche la pression, après l'enfant devient un peu roi et fait n'importe quoi, du coup là on se dit, non mais là il abuse, j'en peux plus. Du coup, on recoue sur l'autoritarisme, et après recoudre sur l'activité. Et généralement ça fait ce balancier en fait. Pour l'enfant c'est inquiétant parce qu'un coup le parent il va être ok, tout est permis, tu cries, tout est permis, et un coup ça va être je reprends les rênes, je lui crie dessus, allez va dans ta chambre, etc. Vous voyez, ou à la fessée parce qu'on en a marre, vous voyez, et donc ça en fait, c'est souvent ce balancier là. Et en fait, quand on est dans la bienveillance éducative, en fait on n'est ni dans le laxisme, ni dans l'autoritarisme. C'est-à-dire que la bienveillance, c'est-à-dire qu'on va poser une règle, on va accepter que l'enfant n'est pas d'accord avec cette règle, mais on va la poser quand même. Voilà, j'ai décidé que je veux pas qu'il y ait grignotage juste avant le repas. Pose la règle. Maintenant j'entends que tu peux ne pas être content. Tu as le même droit de te rouler par terre. Tu as le même droit d'hurler comme tu as le même droit d'hurler. Par contre, je suis là pour te rassurer, pour te dire bah oui, je comprends, c'est pas facile, tu avais envie de ce biscuit. Oui, tu as 13 ans et demi. Maintenant, moi, c'est important de ne pas grignoter parce que moi, j'ai pas envie que tu sois obèse. Moi, j'ai envie que tu aies un repas équilibré. Donc pour moi, c'est important. Peut-être pour vous, c'est pas important les biscuits. Mais vous voyez ce que je veux dire, pour les choses importantes, de faire ces choix-là et en fait de se tenir à ces règles. En fait, l'enfant il a besoin de règles. Donc, un enfant sans règles, c'est comme un navire sans capitaine. Il a besoin de règles. Et moi je dis toujours, plutôt que de mettre des barrières à l'enfant en fait, où il doit péniblement les franchir les unes après les autres, c'est plutôt lui mettre des murs bien épais et solides sur les contours. Et en fait c'est là-dessus qu'il peut s'appuyer pour avancer. C'est-à-dire qu'en fait il sait qu'il peut ni aller à droite ni aller à gauche, par contre il peut foncer tout droit. Et ça lui, vous voyez, et vous canalisez son énergie vers les choses importantes. Et ça, c'est important pour qu'il puisse bien grandir, s'affirmer, gagner en confiance en lui. Il y a une autre chose aussi qui aide beaucoup à réduire les conflits, c'est faire participer l'enfant. Donc le faire participer, ça veut dire débarrasser la table, mettre la table, ça veut dire par exemple s'habiller tout seul. Vous voyez, il y a plein de choses quand on fait participer l'enfant, même par exemple participer au repas. Ça c'est des choses souvent, des parents disent ah oui mais il mange jamais ce que je prépare, il est capricieux, etc. Et bien si vous le faites participer au repas, c'est beaucoup plus ludique pour lui et ça lui donne envie en fait de manger ce qu'il a fabriqué. Quand vous le faites débarrasser à table, et bien, au lieu qu'il consacre son énergie négative à faire n'importe quoi, hop, il débarrasse, tiens, tu peux te débarrasser. Vous voyez qu'il commence à être dans un jeu pas constructif. Par exemple, je sais pas, il vient de finir de manger, il commence à en mettre partout. Bah tiens, tu peux mettre tout ça dans l'évier. Et alors, ils sont tellement fiers de participer, en fait, ils adorent vous aider. Donc, ils vous aident tout le temps en permanence, et il suffit juste de leur demander, en fait. Et quand on le demande de manière, et c'est pas un pensum l'idée, c'est quand on le demande de manière ludique, de manière entraînante, l'enfant en fait il est hyper serviable en fait. Et ça qui est intéressant, c'est que la serviabilité est au maximal de l'enfant, plus il est petit, et après elle décline, c'est-à-dire qu'il est ultra serviable, et il devient de moins en moins serviable. Alors que la générosité est quelque chose en fait qui augmente. C'est-à-dire que les enfants sont très perso, plus sont petits, ils sont très perso, ils n'aiment pas prêter, ils ne sont pas du tout en prêter, donc dire à l'enfant prête, etc., c'est absolument artificiel, l'enfant n'est pas du tout dans le prêt, il est très personnel, l'objet qu'il a dans les mains c'est son objet, et petit à petit la générosité naturellement grandit, il va prêter aux autres, il va avoir un doudou, une sucette, etc. La générosité grandit naturellement alors que la serviabilité diminue en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de cette période de la 0-6 ans où ils sont extrêmement serviables et puis ils peuvent vous aider et puis ça les responsabilise, ça leur permet justement en fait de désamorcer certains conflits, ça leur permet de justement vous aider en fait. Vous aider et puis de les occuper parce que quand ils sont occupés, ils font pas n'importe quoi. Donc ça, et puis et ça les responsabilise. C'est-à-dire, un truc, tiens, on vide le lave-vaisselle ensemble, tiens, est-ce que tu veux manger ça? Et pareil dans les courses. Alors déjà les courses, je fais une grande parenthèse, et facilitez-vous la vie. Vous avez des drives qui existent, vous avez des livraisons, je suis à Paris, et même dans le reste de la France, vous avez les drives.
épargnez-vous les courses, épargnez à votre enfant les courses dans les supermarchés, c'est bourré de stimulation, c'est fatigant, il y a trop de lumière. Un enfant de moins de 3 ans ne devrait être jamais dans un supermarché. Essayez qu'il y en ait un des deux conjoints qui fasse les courses. Vous éviterez la colère pour le bonbon à la fin. Voilà, c'est vraiment au maximum, si vous pouvez éviter les courses dans les supermarchés avec les enfants, c'est l'enfer. Alors bien sûr, allez acheter les fruits sur le marché, on est d'accord que ça c'est différent. Maintenant, si vous n'avez pas le choix et que vous êtes allé quand même dans un supermarché, essayez au maximum de donner des missions à l'enfant. Parce que l'enfant, il y a tellement de stimulation qu'en fait l'enfant, il va se focaliser son attention sur un nounours, sur n'importe quoi, mais en fait il fait une focalisation sur un truc pour se dire tiens, il faut le nounours. Et vous avez l'impression en fait qu'il vous fait un foin pour avoir ce nounours qu'il faut vous acheter. Et lui, il va essayer de focaliser son attention sur une chose, parce qu'il y a trop de lumière, trop de stimulation, trop de produits, trop de choses. Et donc, lui donner des missions. Bah, par exemple, tu me prends le jus de fruits, tiens, si tu me donnais 3 oranges, etc. Vous voyez, lui donner des petites choses à faire. Tiens, il y en a combien? Il y en a 3. Tiens, tu me passes les céréales, c'est toi qui me mets au fond, etc. Lui donner des missions pour en fait l'occuper. Vous voyez, c'est vraiment des choses qui vraiment le faire participer, ça réduit les conflits. Et c'est vraiment une bonne astuce pour limiter les conflits, responsabiliser les enfants. Et puis le faire participer à la vie, puis après il vous aide, hein, c'est pratique. donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Vous avez aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le jeu JEU. Et vous avez notamment 2 livres qui sont vraiment superbes. C'est d'un de Lawrence Cohen qui est Qui veut jouer avec moi. Donc c'est un gros papier, mais il suit très bien. Qui veut jouer avec moi. Et vous avez un autre qui s'appelle Jouer ensemble autrement de Catherine Dumonteil-Crémer, et donc qui, je dirais, la majeure partie des conflits, vous pouvez les désamorcer grâce au jeu. Les papas savent souvent très bien faire ça. Souvent ils font des chahuts et les mamans ça les agace parce qu'elles disent mais arrête, t'es bourré tout à l'heure, puis tu fais pleurer, etc. Et c'est vrai que c'est assez agaçant pour la maman, mais en fait les papas savent très bien le faire, et l'avantage c'est que souvent ça permet à l'enfant, c'est un prétexte pour décharger. C'est-à-dire qu'au final il a eu un petit bobo, mais c'est pas vraiment un vrai gros bobo, mais ça lui permet de balancer toute sa journée en pleurant bien fort et de décharger son énergie négative en fait. Donc souvent les papas ont un jeu de chahut. Et les mamans peuvent aussi avoir ce jeu de chahut qui en fait permet d'évacuer cette énergie négative. Donc ça peut être en prévention, c'est-à-dire qu'on voit l'enfant agité, et ben on peut faire un petit jeu de chahut. Et vous avez aussi, quand vous sentez, et ben vous entrez en conflit, et ben par exemple on peut faire des chatouilles. Quand l'enfant commence à se mettre en colère, on peut lui faire des chatouilles, on peut prendre une voix d'ogre, on peut faire des grimaces et rentrer dans le jeu en fait. Et même vous verrez qu'il y a des moments où vous vous sentez monter en pression. Et vous êtes au bord d'explosion, et bien si vous pouvez désamorcer bon nombre de conflits grâce au jeu en fait. C'est-à-dire que là vous dites là je commence à aller, vous êtes dans un rapport de pouvoir, fais ça, non, et bien grâce au jeu, et alors on va y aller, vous voyez, et vous avez plein de façons de jeu, de métis où en fait finalement ça fait redescendre la pression. On rigole, on se moque, etc. Vous voyez, on peut prendre une petite voix de fossé, et qui c'est qui va aller prendre le bain? Vous voyez, plein de choses comme ça, et en fait on dédramatise en fait. On dédramatise. Et en fait ce qu'il y a c'est que souvent, pour l'adulte, souvent il y a d'un côté le jeu et d'un côté la vie. Bon maintenant ça suffit de jouer, on va prendre le bain. Comme si d'un coup il y avait le monde jeu, et alors que l'enfant en fait, tout est jeu. Et si vous voulez, on peut être dans cette continuité. C'est-à-dire que l'enfant il est en plein en jeu, donc on finit, et ben on sait quoi, on va aller prendre le bain, et on continue de jouer, et on fait la course, on se dépêche, qui c'est qui va être le premier, vous voyez. Et il y a plein de jeux qu'on peut imaginer en fait pour, vous voyez, vous pouvez faire le crabe, n'importe quoi, il y a plein de choses en fait qui vont ou alors par exemple, il est au parc, il n'a pas envie de rentrer, bon bah alors on fait 2 ou 3 tours de toboggan avant d'y aller. Au final, il choisit, 3 tours, très bien, 1, Léon, et 1, et 2, et 3, et hop on y va, c'est parti, vite à la... Vous voyez, il y a plein de choses, au lieu de, allez dépêche-toi, allez je compte jusqu'à 3, 1, 2, 3, etc. Et bien, au lieu de faire la menace, le chantage, finalement avoir un enfant qui hurle, et bien vous pouvez, par le jeu, en fait, arriver à ce que vous voulez, en fait, qui est rentré à la maison, ou qui est allé prendre le bain. Et c'est-à-dire que le jeu est une continuité, parce que pour l'enfant, tout est jeu, en fait. Et au lieu de rentrer dans un conflit, vous dédramatisez par le jeu. Et c'est vrai qu'on a perdu cette capacité en tant qu'adulte de jouer. Et pourtant c'est curieux parce que les jeux deviennent de plus en plus à la mode. Vous avez des centres de jeux, des tournois de jeux. Il y a de plus en plus de parents, de gens qui sont inscrits dans des clubs de jeux. Donc il y a beaucoup de jeux en ligne, les Candy Crush Saga, tout ça. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des jeux en fait. Quand vous réfléchissez. Donc on essaie à la fois de jouer et en même temps on perd cette capacité de s'amuser en fait avec l'enfant.
Et du coup, comme s'il y avait le jeu et puis comme si on ne le considérait pas comme quelque chose de sérieux. Alors qu'en fait, au contraire, pour l'enfant, jouer c'est très sérieux. Et c'est par le jeu qu'il apprend. Donc c'est continuer justement à l'entraîner dans ce jeu de on met la table, on va manger, etc. Et d'en faire un moment de détente en fait, un moment agréable. Oui, et ça c'est quelque chose qui beaucoup de conflits pourront être désamorcés par le jeu en fait. C'est vraiment quelque chose que je conseille vraiment fortement. Il y a une autre aussi, quand on analyse les conflits, la majeure partie des cas, c'est un besoin primaire qui n'est pas satisfait. Si vous analysez, souvent c'est que l'enfant il a faim, l'enfant il est fatigué, l'enfant il a froid, ou l'enfant il a besoin de câlin. Et donc il va attirer votre attention. Notamment les besoins de câlin, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est en fait, il y a une citation d'Isabelle Filiosa que j'aime beaucoup, c'est quand ils le méritent le moins, qu'ils en ont le plus besoin. Et c'est quand le moment où vous avez le moins envie de donner un câlin, c'est quand en fait vous vous dites il est insupportable, vous voyez. Et bien qu'en fait c'est le moment où là vous avez besoin de prendre encore plus sur vous pour aller le chercher, pour aller faire ce câlin. Vous voyez, c'est vraiment ce besoin de câlin, besoin d'amour, de sécurité affective est extrêmement important. Ils ont fait notamment une étude sur les bébés singes, c'est intéressant. Ils ont pris 2 guenons, donc une guenon avec des biberons de lait et une guenon toute chaude. Et en fait, ils se sont rendus compte que les bébés singes passaient leur journée sur la guenon singe chaude. Ensuite, quand ils avaient fait un pipi, ils descendaient, ils allaient sur la guenon avec du lait, ils buvaient et redescendaient sur la guenon chaude. Et donc c'était vraiment ce besoin de chaleur humaine, de chaleur affective est très important. Et souvent, en fait, Isabelle Filiosa parle d'un porte-avions. C'est un peu comme l'avion, il fait son plein de carburant, puis après il va voler. Et puis il grandit, plus après, il peut faire des cercles de plus en plus grands. Mais il revient toujours vers son parent. Et il revient toujours s'assurer que vous êtes là. Vous voyez, c'est un peu comme à la crèche, c'est assez rigolo, les enfants ils sont tous collés, vous égâtez. Et puis plus ça va, après ils prennent leur marque et après ils vont dans l'espace. Ils occupent de plus en plus d'espace, ils vont de plus en plus loin en fait. Et c'est pareil, c'est-à-dire que votre enfant en fait, et plus il vous sent indisponible, plus il va venir vers vous, plus il va vous enquiquiner. C'est les moments où en fait vous êtes au téléphone, c'est important, et vous êtes chut. En fait là vous êtes sûr que il revient parce que là il sent que vous n'êtes plus disponible psychologiquement pour lui. Et c'est là où vous dites, mais c'est pas vrai, je peux avoir 5 minutes tranquille. Alors qu'avant vous étiez disponible pour lui, et là vous voulez faire des câlins, des machins, mais là, alors là, bon, maman, c'est bon. Et là, vous dites, mais alors bon, moi je veux des câlins, lui ça n'intéresse pas, mais quand lui il en veut, il faut toujours que je fasse à disposition. Et c'est vrai que, et alors là vous pouvez être sûr que le réservoir, vous l'avez crevé, vidé, si quand il vient vous demander un câlin, vous lui dites, écoute, laisse-moi tranquille. Alors là, ça, le réservoir il est sec, direct. Et donc du coup, vous allez devoir remplir la batterie pour qu'il puisse de nouveau repartir. Vous voyez, et c'est ça en fait qui est compliqué, c'est-à-dire que vous avez besoin de ces moments de tranquillité, et c'est là où vous avez conflit parce qu'il chouine, parce que voilà, il vous demande de l'attention et vous êtes occupé, vous êtes en train de préparer le repas, et là du coup il fait une colère, vous dites c'est pas vrai, et ça devient l'enfer en fait. Alors que si vous vous dites, bon je vois que tu as besoin d'un câlin, hop là, moi j'appelle ça une petite recharge plugin, c'est-à-dire que l'enfant il vient, on fait clac clac, une petite recharge, un câlin, il est re-rempli, et hop il va jouer en fait. Vraiment, c'est vraiment ça en fait, l'enfant, et il repart. Et puis au bout d'un moment, vous voyez que ça commence à se décharger, que maman n'est plus là, il revient, ou maman, papa, ou même les professionnels, c'est exactement pareil en crèche. Mais en crèche, c'est pareil. De temps en temps, ils reviennent, ils font des câlins, ils se ressourcent, et puis ils repartent. Vous voyez, et plus ça va, plus ils grandissent, plus la recharge est moins longue, et plus ils peuvent passer la journée. Vous voyez, c'est vraiment ça, ce sentiment-là. Et du coup, à ce moment-là, justement, c'est le moment où vous dites, câlin, on fait un câlin, et on se ressource. Et même si vous n'en avez pas envie, c'est important de le faire et de combler son besoin. Et si ils ont leur besoin de sécurité affective qui est rempli, vous aurez moins de conflits, vous aurez moins de colère, vous aurez des enfants coopératifs. Pareil, s'ils n'ont pas faim, s'ils n'ont pas sommeil, vous aurez des enfants coopératifs. Un enfant qui a bien dormi, un enfant qui a bien mangé et qui est câliné, c'est un enfant délicieux. C'est un enfant qui coopère, qui est heureux, qui fait sa vie. Et il y a extrêmement peu de conflits. La plupart des conflits, si vous analysez, viennent au moment où ils sont fatigués, ils ont faim, ils sont dans un magasin qu'ils n'auraient pas, vous êtes occupé, vous êtes en ligne. Vous voyez, c'est ça en fait. Vous ne les sentez pas disponibles mentalement pour eux en fait. Donc à partir du moment où ils ont leurs besoins primaires, alors évidemment, vous ne pouvez pas toujours y répondre, mais au maximum, d'essayer de vraiment combler ces besoins primaires. À partir du moment où les besoins primaires sont comblés, vous aurez presque plus de conflits. Et vous allez voir que la vie en fait change en fait. Parce que
Souvent on se dit oui, il faut la fessée, le machin. Mais non en fait, parce que ça c'est des besoins curatifs. C'est comme quand vous avez une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, un bon rythme de vie, de sommeil, au final vous n'allez pas chez le médecin, soyons clairs. Vous voyez, c'est quand vous êtes crevé, quand vous mangez n'importe comment, quand vous travaillez comme un malade, quand vous êtes stressé, qu'à ce moment-là, votre corps il va plus, il s'auto-régule plus. Donc du coup vous avez besoin en fait de médecins, etc. Et c'est pareil, du coup c'est là où interviennent les punitions, les cris, parce qu'en fait il est ingérable. Mais c'est qu'il est trop fatigué, il a trop besoin d'amour, et où il a trop faim. Donc à ce moment-là, vous ne parlez même plus à un être raisonnable, vous parlez à un corps qui en manque en fait. Donc en fait quand il est par terre en train de se rouler par terre, c'est même pas la peine. Ça sert à rien de lui manifester, ça sert à rien. C'est même pas la peine de lui crier dessus, vous rajoutez juste une couche à son stress et à son angoisse. Ça sert strictement à rien. Et vous le savez très bien. Et la plupart du temps, vous savez très bien que la fessée que vous avez donnée, elle ne servira à rien en fait. À part vous décharger vous de votre énervement. C'est la seule chose, c'est un pouvoir sur le parent de j'ai lâché mon truc, je culpabilise bien, c'est merveilleux, mais au moins j'ai lâché ma colère, vous voyez. C'est juste ça en fait, la fessée elle est curative pour le parent, pas pour l'enfant. L'enfant il ne va pas mieux aller après, ou alors ça va le sidérer, oui certes, mais c'est tout. Ça n'a pas un effet bénéfique à moyen ou long terme, en fait, au contraire. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est important en fait de comprendre, c'est vraiment remplir, satisfaire les besoins primaires de l'enfant. Ça c'est important. Et c'est quelque chose qui, vous verrez, enlève une immense partie des conflits que vous pouvez avoir avec votre enfant. L'autre chose aussi que je trouve assez curieuse en fait, c'est revoir ces exigences à la baisse. Parce qu'en fait ce qui est rigolo, c'est que d'un côté, on a des exigences de l'enfant, de l'adulte, voire du super adulte. C'est-à-dire que en fait, l'enfant il ne doit jamais faire d'erreur, il ne doit jamais être maladroit, alors qu'en fait il apprend à boire, il apprend à transporter des objets. L'enfant il doit dire oui et amène à tout. L'enfant il doit dire merci s'il vous plaît, alors 3/4 du temps vous dites ni merci, ni s'il vous plaît, ni rien. L'enfant il doit être un super adulte. Et de l'autre côté, on n'a même pas la compassion, l'empathie, etc. qu'on aurait avec un adulte. C'est-à-dire que d'un côté, l'enfant parfait, il doit faire aucune bêtise. De l'autre côté, par contre, un adulte, alors qu'en plus, il n'en est même pas capable la plupart du temps, physiquement ou mentalement. C'est-à-dire que l'enfant, il n'a même pas 21 mois qu'on veut qu'il retienne les règles, qu'on veut qu'il soit poli, etc. Et de l'autre côté, on n'a même pas la même considération qu'on a pour un adulte. C'est-à-dire qu'un adulte qui tombe dans la rue, vous allez bien, ça va, je peux vous aider. Un enfant qui tombe, non mais c'est pas grave, c'est bon, arrête de pleurer, c'est pas une fille. Vous voyez ? Oui, un adulte qui casse un verre, c'est bon, non mais vous inquiétez pas, non mais c'est rien, ce n'est que la porcelaine de cristal, que la porcelaine de laine, vous inquiétez pas, non mais c'est rien, je nettoie, bougez pas. Un enfant qui a même, qui sait qu'il m'a mis un maladroit pareil, mais c'est pas possible, vous voyez. En fait, on traite moins bien l'enfant qu'un adulte, et en même temps on a des exigences supérieures à celles d'un adulte. C'est ça qui est fou. C'est-à-dire que la considération qu'on aurait pour un adulte, l'empathie qu'on aurait pour un adulte, on l'a même pas pour l'enfant. Alors qu'il est plus petit, qu'il est plus maladroit, qu'il est fragile et qu'il le fait même pas exprès en plus. Vous voyez ? Et on prête des intentions à l'enfant qu'en fait il n'est même pas capable d'avoir. C'est-à-dire que souvent on dit il fait des caprices. Alors il me fait, bien sûr, parce que c'est à nous, on est en du monde, il me fait une colère. Non, il ne vous fait pas une colère, il exprime sa frustration, c'est pas pour vous. Il ne fait pas juste pour montrer qu'il est en colère, il exprime sa colère. C'est comme quand vous rentrez le soir et que vous êtes énervé, vous n'avez pas votre conjoint qui vous dit non mais arrête tes colères, tu vas dans ta chambre tout de suite s'il te plaît. Non mais vous vous rendez compte ? Non mais le comble, c'est-à-dire qu'en fait on a une attitude avec l'enfant qu'on serait ultra choqué si notre conjoint avait cette même attitude. Non mais tu te tais tout de suite, tu arrêtes, etc. Ou pas comme ça, tu vas t'en prendre une. Mais vous imaginez, vous rentrez avec votre conjoint, vous êtes un peu énervé, vous dites non mais tu vas t'en prendre une, tu comptes jusqu'à 3, tu vas dans ta chambre. Non mais vous vous rendez compte en fait. Et c'est là qu'on voit, en fait, quand on compare avec l'adulte, qu'on voit en fait l'anomalie de notre système jusqu'à présent. En fait, c'est-à-dire que ça nous choquerait, enfin on serait dans une rébellion pas possible, en disant mais je peux pas rester avec un conjoint pareil, il me menace de me gifler, il m'a giflé parce que j'étais en colère, parce que voilà, on en est compte en fait. Vous voyez, et pareil, vous avez une voiture, on vous dit non mais tu vas prêter ta voiture à ton voisin, non mais tu vas prêter, prête-lui, dépêche-toi. Je compte jusqu'à 3. Mais attends, c'est ma voiture. À quel moment on m'oblige à prêter ma voiture ? Et c'est ce qu'on fait au parc quand on dit prête-lui. Mais je ne connais pas ce petit garçon, c'est ma voiture, je suis en train de jouer tranquille. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est vraiment des choses en fait où on demande à l'enfant des choses que nous-mêmes ça nous choquerait de faire en fait. Parce qu'on est dans la position d'un parent qui se dit ah mais oui, il faut que je lui apprenne à prêter parce que bien sûr sans moi, il n'apprendra jamais à prêter, il ne sera jamais généreux, etc. Et on demande en fait à l'enfant des choses que nous-mêmes on ne fait pas. Et en même temps, on a des exigences d'adultes qui sont supérieures à leur capacité.
Parce qu'on se dit que c'est un enfant capricieux. Et il faut savoir que pour savoir si un enfant peut faire un caprice, physiquement est capable mentalement de faire un caprice, vous voyez que vous avez la boîte à cubes, le triangle, le carré, le rond en fait. Quand l'enfant est capable de prendre, vous lui donnez une forme et vous dites à l'avance, donc c'est un triangle, dans quelle forme tu vas le mettre, et qu'en fait il va vous dire je vais le mettre là, parce qu'il sait que c'est le triangle, il le met direct, sans tâtonner, sans hésiter, sans tout toucher, là il est capable de faire une projection en fait. Et ça arrive que vers 4 à 5 ans. Avant, il est totalement incapable de vous, c'est comme il est totalement incapable de mentir, il est totalement incapable en fait de se mettre, parce que faire un caprice c'est une preuve d'intelligence en fait. C'est-à-dire je me mets à la place de l'autre, j'imagine la réaction qu'il peut avoir et je déclenche un processus pour le faire plier, oui, pour arriver à mes fins en fait. C'est une manipulation qui est beaucoup trop complexe pour un enfant si petit en fait. C'est-à-dire que quand l'enfant est en colère, il exprime sa frustration et quand il se passe en mode sirène, en fait il exprime juste son besoin en fait. C'est-à-dire il a besoin de ça, il vous le demande de manière insistante. Et quand il explose de pleurs et il se met en colère, il exprime juste sa frustration en fait. Et il va apprendre petit à petit à la gérer en fait. Et donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est-à-dire c'est par l'imitation. Et l'imitation, Maria Montessori parle toujours de l'imitation comme une plus grande force d'éducation, même et c'est Einstein aussi qui disait l'imitation n'est pas un moyen d'éduquer, c'est le seul. Et c'est-à-dire que l'enfant, il va apprendre en fait en vous imitant. C'est-à-dire que naturellement, un enfant à qui on dit merci, s'il te plaît, bonjour, au revoir, vous n'avez même pas besoin de lui dire, il va vous dire merci, s'il te plaît, bonjour, au revoir. Alors il va peut-être pas le dire 100% des cas, mais est-ce que vous le dites 100% des cas? Pas forcément sûr. Vous voyez, et c'est un enfant à qui on a montré du respect, va être respectueux. Un enfant à qui on a montré comment on peut se calmer, eh bien on va apprendre à se calmer. Et vous pouvez très bien verbaliser, par exemple, là ça m'énerve, je me sens très en colère, et vous pouvez souffler par exemple. Vous pouvez souffler, vous pouvez dire voilà, tu vois, là je suis très énervée, j'essaie de souffler pour me calmer. Tu vois, toi aussi, quand tu es en colère, tu peux aussi souffler. On peut souffler ou on peut faire la technique du sourire. Donc, en fait, vous souriez pendant 30 secondes. En fait, naturellement, vous avez quand ça vous énerve, vous avez des hormones en fait, de bien-être qui arrivent. Et en fait, vous êtes obligé, au bout de 30 secondes, la colère retombe. Obligatoirement, si vous souriez pendant 30 secondes, vous verrez, d'un coup, intérieurement, ça vous fait un soulagement total et vous avez toutes les hormones qui arrivent et qui sont là en fait pour vous avez la dopamine, etc., qui vous aident en fait à être plus en colère et à passer à autre chose. Donc ça fait partie des techniques pour se calmer en fait. Donc, et vous pouvez lui montrer en fait comment faire. Et il va vous imiter. Hein. Donc ça c'est quelque chose vraiment de par votre exemple en fait, de par votre calme, de par votre respect, manière de parler à un enfant, et vous lui montrez comment faire en fait. Et lui, et aussi, c'est important de verbaliser aussi vos besoins. Ne croyez pas que vous allez être le pélican qui allait vous arracher jusqu'au cœur. Certes, vous le faites parfois, mais c'est pas ce qu'on vous demande en fait. C'est-à-dire que vous avez aussi, vous êtes humain et vous avez le droit d'avoir des moments amoureux. Vous avez le droit d'avoir des moments où vous voulez manger tranquille. Vous voyez, vous pouvez verbaliser. Écoute, là il est 8h, j'ai vraiment besoin de me retrouver avec papa. Donc là, on va essayer de faire vite parce que je suis très fatiguée. Franchement, j'ai vraiment envie de me retrouver avec papa. Donc, si tu veux bien, on va coopérer, on va se dépêcher. Parce que moi, je suis fatiguée, j'ai besoin d'être tranquille avec papa. J'ai besoin de manger tranquillement. Et il y a un enfant à qui on a écouté ses besoins, je peux vous garantir qu'il va écouter. Nombre de fois où, avec ma fille, je lui dis je suis fatiguée, écoute ma chérie, j'ai vraiment besoin de me retrouver avec papa. D'accord, tout simplement d'accord. Et c'est pas en conflit machin, parce que je lui dis mes besoins. Tu vois, là, j'ai besoin d'avoir une maison propre, et là, quand je vois tes chaussures, franchement, ça m'agace. Qui sont traînés par terre, et les chaussures trop rangées. Verbaliser vos besoins. C'est comme quand on vous dit ouais, tu ranges jamais rien. Au lieu de dire ça, c'est écoute, j'ai besoin de voir les chaussettes dans le panier. Voilà, hop, les chaussettes disparaissent. Vous voyez, vraiment verbaliser vos besoins. C'est comme avec votre conjoint, dites ce que vous avez besoin plutôt d'engueuler et dire ce qui va pas. Dites ce dont vous avez besoin. J'ai besoin de respect, j'ai besoin de temps pour moi toute seule, j'ai besoin d'ordre, j'ai besoin qu'on me fasse un massage. Vous voyez, juste exprimer vos besoins en fait. Même à votre enfant, il est capable de l'entendre. Alors peut-être pas 6 mois sur le clair, vous n'allez peut-être pas dire alors mon enfant chéri, t'es en train de pleurer depuis 2 heures, là j'ai besoin de silence. Donc il va pas écouter, d'accord? Mais vous l'aurez même verbalisé. Voilà, vous l'aurez verbalisé et vous aurez identifié ce dont vous avez besoin. Et vous pouvez très bien dire à votre conjoint, écoute là, j'ai besoin de prendre l'air. C'est important aussi. C'est important aussi de prendre soin de soi. Vraiment, et ça c'est quelque chose aussi pour faire sans punition, sans fessée, sans cri, c'est prendre soin de soi.
C'est-à-dire quand la colère monte, on prend soin de soi, et même avant. Vous avez besoin d'avoir des temps pour vous tout seul, pour vous égaux, et vous avez besoin des temps pour votre couple. Vous avez besoin d'avoir des temps juste pour être posé, même sortir, vous voyez, d'avoir des moments, et vous avez aussi besoin d'avoir des relais aussi. Est-ce qu'il y a une amie que je peux appeler quand j'en peux plus? Parce que c'est ça souvent en fait qui fait qu'on a une escalade et qu'on craque. C'est parce que voilà, on a été tout avec l'enfant toute la journée, parce qu'on n'a pas un relais, parce qu'on est fatigué, c'est ça en fait. Donc avoir un relais, ou même un relais où on peut parler, écoute là tu vois en ce moment j'en peux plus, il me fait colère sur colère, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et vous déchargez votre sac en fait. Et ça c'est important parce que ça permet de, ok j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, maintenant je repars mieux, vous voyez, je repars sur de bonnes bases en fait. Et c'est important de prendre soin de soi aussi, d'avoir des petits moments, de se pomponner, de, vous voyez, pas juste subir le tout, mais de vraiment de reprendre de l'allant et de vraiment, parce qu'en fait souvent on craque parce qu'en fait on s'est négligé, vous voyez. Pour ça, dans la bienveillance, il y a la bienveillance pour l'enfant, mais aussi la bienveillance pour l'adulte en fait. Et ça va aussi pour les accompagnants, les papas qui, par exemple, si la maman ne travaille pas ou garde l'enfant, ça va aussi pour les accompagnants en fait, pour avoir de la bienveillance en fait. Vous voyez, ce soutien en fait. Même si dans votre entourage vous avez des proches qui ont un enfant bas âge, et ben de les soutenir aussi parce que c'est dur d'être parent en fait. C'est merveilleux, mais c'est dur parfois. C'est fatigant, c'est frustrant, c'est plein de choses. Et en fait, d'être ce soutien en fait, les uns les autres. C'est important aussi, vous voyez, de ne pas être dans le jugement de « Ah bah dis donc, en plus elle fout rien et en plus elle craque », enfin, vous voyez ce que je veux dire? « Ah bah dis donc, quelle mère, moi dis donc, moi j'ai bien, ça tue tout droit ». Vous voyez, et c'est vraiment ce jugement en fait, de vraiment de prendre soin de soi, de prendre soin de vous, de prendre soin de l'autre aussi, c'est important. Et par exemple, si vous voyez que l'autre revient de craquer, de passer le relais. Vous voyez, maman là elle commence à monter le ton, ou c'est papa qui monte le ton. Et alors chérie, écoute, je vais m'en occuper, à la limite tu vas vite me chercher une serviette dans la salle de bain, ça va être super, vous voyez. Hop, on passe le relais. Et si vous êtes au bord de craquer, c'est pareil, c'est ce qu'on vous dit, les soins, la prévention de la morsure du nourrisson, vous posez l'enfant dans la chambre et vous partez. Vous voyez, vous vous dites là j'en peux plus, je vais craquer, je sors de la chambre. Et vous dites à votre enfant, là j'en peux plus, j'ai pas envie de m'énerver, je sors. Et vous avez vos enfants aux toilettes. Vous créez un bon coup, voilà, pour respirer, et ça passe. Il vaut mieux sortir de la pièce, laisser l'enfant, que lui taper dessus, etc. Vraiment, vous partez, vous en pouvez plus, vous partez. Et là, je ne peux plus. Et puis même pour l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, écoute, je suis désolée, j'ai vraiment pas envie de m'énerver, ou là, je sens que je m'énerve, et j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie d'une relation conflictoire. Donc même si vous suivez en pleurant, vous enfermez dans la chambre, vous dites voilà, j'ai besoin d'être tranquille, et vous attendez que ça redescende. Parce que sinon, vous allez craquer. Mais c'est important aussi. C'est important de prendre soin de vous, parce que, en fait, j'ai un mot craque, parce qu'en fait, alors on se maintient, on respiration, et puis après, le dernier truc, et bam. Et la claque est partie, la punition, le cri est parti, et c'est dommage, parce que ça prend le réflexe. Vous voyez, et c'est ça en fait qui est important, c'est vraiment de se ménager en fait, et de se connaître, de sentir ses propres limites. Vous voyez, de dire bah là j'atteins le point de mon retour, donc en fait, je vais tranquillement sortir de la pièce. Voilà, je n'envoie pas forcément mon enfant au coin, hein, c'est pas lui que vous l'envoyez, c'est vous que vous envoyez au coin. Je vais me mettre dans un endroit tranquille pour descendre en pression. Et ça c'est important, ça aide à pas craquer, ça aide à pas craquer pour l'enfant. Et il y a, si l'enfant c'est pareil, vous sentez qu'il se met en colère, vous pouvez l'accompagner en fait. C'est-à-dire si vraiment, malgré tout ce qu'on vient de dire, toutes les choses qu'on a essayé de mettre en place, l'enfant il se met en colère, l'enfant il se met à hurler, et bien on l'accompagne. Et vous restez à côté et vous n'avez pas besoin d'essayer de le consoler. De toute façon, une crise de colère, ça dure au maximum 15 minutes. Donc dites-vous qu'il est en train d'apprendre à se calmer, il est en train d'apprendre à gérer ses colères. Et vous savez que grosso modo, vous avez une bonne année qui est assez difficile, c'est vers 13 mois, en tout cas, il commence à marcher. Et là, pour un oui, pour un non, un biscuit, un machin, il se roule par terre. Voilà, enfin, je suis passée par là 2 fois, je vais passer par là une 3e fois. C'est fatigant, mais c'est pas grave, vous relativisez. Et quand on prend une philosophie, on sait que c'est un apprentissage en fait. Et vous dites, vous êtes là juste pour accompagner, pour attendre en fait que ça passe. Vous attendez juste que ça passe. Si vous pouvez prendre l'enfant dans les bras, s'il se débat pas dans des coups de pied, des coups de poing, vous pouvez le prendre et l'entourer. Parce que vous savez que vous sécrétez des endorphines. Et donc les endorphines font qu'en fait ça apaise l'enfant et ça le recharge plus vite. Ou si vous voulez, en fait, ça va le rassurer plus vite. Si vous pouvez, vous arrivez à le prendre dans les bras, c'est mieux. Si vous n'arrivez pas à le prendre dans les bras, parce qu'il vient des coups de pied, des coups de poing, bon, vous faites attention. Vous essayez de poser la main sur le ventre. Si vous n'arrivez pas à poser la main sur le ventre parce que vraiment il ne veut pas, alors vous laissez, vous êtes à côté et vous êtes. C'est même pas la peine d'essayer de rationaliser. Là, quand il est dans une tempête émotionnelle, ça sert à rien de le dire. Vous pouvez juste être là pour rassurer. Je suis là, je comprends, c'est pas facile. Je
juste être là, le caresser si vous pouvez, être là jusqu'à son et attendre que ça passe. Il n'y a rien d'autre à faire. Et ne vous dites pas, si je vous laisse mettre en colère, ça va être de plus en plus, ça va être de moins en moins en fait. Parce que l'enfant, il va avoir ses colères qui vont diminuer parce qu'au fur et à mesure, il va avoir des moyens en fait. Et vous lui donnez au fur et à mesure des moyens pour se calmer. Et en fait, ces moyens pour se calmer, vous ne les donnez pas au moment où il est en train de s'énerver. Vous les donnez en dehors. C'est-à-dire, tu vois, quand on est en colère, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, on peut souffler dans une paille. Et vous lui montrez comment on peut souffler dans une paille. Ou on peut souffler, ou on peut taper très fort dans un coussin. Oui, on peut encourager l'enfant à taper, à taper dans un coussin, à se décharger sa colère. Moi, j'aurais été très allez, plus fort que ça, plus fort. Et à écrire. Oui, il y a plein de choses en fait, il y a plein de techniques pour être un aide. Vous avez aussi les balles des émotions. Vous pouvez nommer les émotions. Comment tu te sens aujourd'hui? Tu te sens triste, en colère, etc. Et on nomme les émotions. Et on aide l'enfant à verbaliser en fait. Vous avez la respiration, ça marche très bien. Vous avez le câlin, quand on est en colère, on peut crier très fort, ou alors on peut au contraire taper dans un coussin, on peut venir faire un câlin à maman, ou parfois on peut, est-ce que ça te ferait du bien d'aller dans ta chambre? C'est pas une punition d'aller dans sa chambre. Est-ce que ça te ferait du bien d'aller voir un moment tout seul? Moi, par exemple, j'avais ma fille, des fois elle sont en colère, elle dit je vais aller dans ma chambre, au bout de 5 minutes, elle revient, ça, c'est bon. Voilà, elle a eu besoin de ce moment pour se calmer et revenir à... Vous voyez, et il y a plein de choses que vous pouvez leur apprendre au fur et à mesure pour apprendre à gérer leur colère. Et dites-vous que l'accompagnement, alors c'est très très dur d'accompagner un enfant qui est en colère, parce qu'en plus c'est ça qui font comme en situation de stress. Il faut savoir que le cerveau scanne toutes les situations du passé et va prendre la situation qui ressemble le plus à la vôtre. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez avoir votre enfant en colère, concrètement, vous allez scanner, et en majeure partie, on a tous vécu avec des parents qui nous punissent, grondaient, tapaient, etc., et qui avaient l'éducation autorité. Donc, en général, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là que vous allez vous entendre dire exactement les mêmes phrases que votre mère, que votre père, et vous dites, ça c'est fou, mais maman sort de ce corps, ou papa sort de ce corps, et en fait, vous allez, souvent, en général, l'adulte, quand il est en colère, vous criez dessus pour faire arrêter l'enfant. Et donc, du coup, vous allez avoir un sentiment de colère, en fait. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui est en colère, mais vous allez être en colère, en fait. Ça va vous déclencher parfois une rage, en fait. Une rage, un sentiment d'impuissance, mais tais-toi. Vous voyez? Et c'est vraiment cette colère, en fait, qui se rajoute à celle de l'enfant, en fait. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est justement de vous analyser et de vous et dire, ok, donc ça me met en colère pendant ma colère, et donc de faire ce retour. Comment est-ce que je peux arriver à justement le faire de plus en plus calmement? Et en analysant chaque fois la manière dont vous réagissez, c'est hyper intéressant, ça vous apprend sur vous-même, sur votre passé. Et en fait, petit à petit, vous pouvez arriver à vous reprogrammer. On n'est pas programmé pour l'éternité. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le cerveau, il est plastique. Donc, c'est pas parce que vous avez vécu des choses, c'est pas parce que vous avez fait des choses d'une certaine manière que vous ne pouvez pas vous reprogrammer pour changer, pour évoluer. Au contraire. Et quand vous avez des fois un mauvais geste, une parole blessante, un cri, une claque qui est partie, c'est pas la peine de se battre, ça coule, de toute façon, c'est fait. Ce que vous pouvez faire, c'est vous excuser. Voilà, je suis désolée, Moulou, je t'ai tapé, je suis désolée, je suis vraiment confuse là, c'est parti tout seul là, c'est vraiment, je suis désolée. Vous avez le droit à l'erreur. Ça rassure l'enfant aussi savoir que son parent de l'erreur. Je suis désolée, voilà, je t'ai tapé, je suis fermée, navrée, ma chérie. Voilà, je suis navrée. C'est tout point, humilité, vous n'avez pas besoin de paraître pour Dieu sur terre. L'enfant, il s'en est rendu compte que vous l'avez tapé, donc autant s'en excuser complètement. Voilà, en ce moment, tu sais, ça n'a rien à voir avec toi, mais j'ai beaucoup de soucis au travail, et vraiment, je ne veux pas te taper, mais je sais, de toute façon, j'ai pas réussi. Tu vois, et la prochaine fois, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre ensemble pour que la prochaine fois, ça arrive plus? Tu vois, je vais essayer de partir quand je suis en colère. Ou on va essayer de parler, on va mettre ça et ça en place. Vous voyez, c'est ça qui est important. Et justement, vous faites votre retour sur ça. Alors moi, j'ai craqué, j'ai eu ça. Et tiens, c'est marrant, mais il y a une situation de conflit. Typiquement, mon dure pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, et je répète les mêmes phrases que ma mère, parce que ma mère avait l'angoisse que je mange pas, parce que j'étais mec comme un coucou. Et donc ma mère voulait toujours que je mange. Donc du coup, mon dure pas se cristallise un conflit. Je prends un exemple parmi les arts. Et donc du coup se cristallise un conflit autour de ça. Là du coup vous vous dites, tiens c'est marrant, je réagis d'une manière disproportionnée, j'ai une rage en moi qui vient et qui est disproportionnée par rapport au fait que c'est 3 cuillères de plus de purée de carottes. Est-ce que fondamentalement c'est existentiel qui mange 3 cuillères ou la dernière cuillère? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait la dernière cuillère qui rentre dans son gosier? Pourquoi est-ce que j'en fais une maladie? Non mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on fait une maladie sur cette dernière cuillère ou les 2 dernières cuillères? Allez encore un petit peu. Vous voyez, comme si on avait peur que l'enfant il s'est mort de faim, alors que c'était pas bon à l'époque. Et donc du coup, ça permet de s'analyser en disant tiens peut-être que moi, voilà, et d'une certaine manière en fait ça permet de réparer aussi son enfant intérieur. C'est-à-dire que, comment est-ce que moi j'aurais voulu qu'on parle? Est-ce que j'aurais voulu qu'on crie dessus? Non. On peut dire voilà, moi, voilà, je me suis peut-être reçue tard,
permet de parler de ton parent. Mais tiens, quand je mangeais pas, qu'est-ce que tu faisais? Ah bah c'est vrai que bon, c'était un peu compliqué, bon ça m'arrive de te mettre des tartes. Ok, très bien. Bon bah j'ai des facteurs, je comprends mieux pourquoi je réagis comme ça, et du coup, je me reprogramme pour agir différemment. Vous voyez, il y a plein de choses en fait qu'on peut se reprogrammer. Et donc c'est intéressant, c'est pour ça que le but, c'est pas de se culpabiliser quand on s'énerve, parce que ça nous arrive à tous, enfin, il n'y a personne qui peut avoir la prétention de dire, surtout qu'en plus, c'est intéressant, il y a Alice Miller qui a une jolie citation qui disait que l'enfant est le seul qui a la clé de toutes les chambres secrètes où il y a des petits monstres. Et sous ces petits monstres sont nos blessures du passé. Et en fait, l'enfant a les clés de toutes ces chambres et sait parfaitement les ouvrir. L'enfant, il sait il connaît tous les codes secrets pour en fait nous faire bondir. C'est ça qui est fantastique. C'est qu'ils savent appuyer sur tous les boutons et nous pousser dans nos retranchements en fait. Et donc, au lieu de culpabiliser en disant bah mince, j'ai encore craqué, ok, j'ai craqué, mais qu'est-ce que ça révèle sur moi, vous voyez? Et comment on avance petit à petit pour justement ne plus faire comme ça, pour aller de l'avant. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et on essaye aussi de reformuler aussi. Moi, j'ai le principe de dire le tu, et tu, donc est mortel. Dans le sens où souvent, on va dire tu m'énerves, tu es bien, tu es ci, tu es ça, tu es sale. Non, c'est sale. Ça me dérange, ça m'énerve, vous voyez, plutôt que tu m'énerves, c'est ça m'énerve. En fait, c'est pas toi qui m'énerve, c'est ton attitude qui m'énerve, vous voyez. C'est pas toi qui est sale, c'est sale de mettre de l'eau partout et de mettre de la purée de partout, vous voyez. Et en fait, l'enfant, il se sent beaucoup moins agressé. Donc retenez bien le tu. C'est-à-dire, quand vous dites tu à votre enfant, voilà, c'est l'attitude en fait. Non, c'est ça m'énerve, ça m'angoisse, ça me stresse. C'est pas tu m'angoisses, tu me stresses. On est vraiment de la culpabilité de l'enfant, le poids qu'on lui met sur les épaules en fait. Et vraiment, ce qui vous énerve, c'est pas l'enfant, c'est son attitude. Soyons clairs. Et donc, du coup, vraiment reformuler ça en permanence en fait. Là, ça me met en colère. Et n'hésitez pas à exprimer vos émotions. En fait, on est dans un pays où il ne faut surtout pas parler de ses émotions. Il ne faut pas parler d'argent, mais il ne faut pas parler d'émotions. Vous voyez, on n'a pas le droit de ressentir des choses en fait. Et on est tout le temps en train de se masquer et d'être rambo en fait. Il ne faut pas hésiter à dire, écoute là, franchement, tu sais Coco, là, je suis fatiguée. Là, franchement, ça me stresse, je suis fatiguée, ça m'angoisse. Et même quand il monte sur un toboggan, que ça vous angoisse, au lieu de dire, descends de là, tu vas tomber, dites, quand je te vois sur le toboggan, ça me stresse, ça m'angoisse, j'ai peur que tu tombes, vous voyez. Mais vas-y prudemment, vous voyez, vas-y lâche-toi, mais ça me stresse. Vous voyez, quand il met une balle à la bouche, ça me stresse. Ça se trouve, la main du voisin, elle n'est pas stressée quand il met une balle à la bouche. Mais c'est moi que ça stresse. Et on met moins la chose sur l'enfant, en fait. Vous voyez, et du coup, l'enfant, il est moins jugé, en fait. C'est son attitude à lui qui est remise en cause et pas lui en tant que personne, en fait. Voyez-vous, et ça, c'est beaucoup mieux, en fait, pour son estime. Et ça permet vraiment de mieux reformuler, en fait, et d'être moins dans le conflit. Et de plus exprimer du coup vos besoins. Parce que vous pouvez très bien dire, quand je vois, voilà, vous êtes dans la description, quand je vois les chaussures par terre alors que je viens ranger, franchement ça me décourage. Moi j'ai besoin d'ordre, vous avez exprimé ce que ça vous provoque chez vous, c'est-à-dire ça me décourage, ça m'ennuie, ça m'agace, ça m'énerve, il y a plein d'émotions, ça me rend triste, ça me rend, vous voyez, des choses en fait d'exprimer vos émotions à vous, vous voyez. Et souvent on ne dit pas ce qu'on ressent, en fait on est comme une cocotte, on ne dit pas ce qu'on ressent, même à son conjoint, voilà, on ne le dit pas et puis d'un coup on explose, l'autre il a ouais, mais elle est malade, vous voyez, non mais vous voyez, c'est juste un truc, il va vous dire non mais attends t'exploses pour ça, non mais attends, tu te rends pas compte, vous voyez, et au lieu de dire tu fais jamais rien, alors c'est pas vrai, je veux dire mais tu sais quoi en fait, j'aimerais bien que tu fasses, moi j'aime pas mettre j'aime même pas mettre les assiettes dans le lave-vaisselle, est-ce que ça, j'ai besoin que ce soit fait, est-ce que tu peux le faire? Bah oui, aucun problème, vous voyez, plutôt que tu fais jamais rien. Franchement, tu fais jamais rien, c'est par quelle bouche commence quoi. Vous voyez, alors qu'il va vous dire j'ai fait ça. Ben, l'enfant c'est pareil, voilà. Au lieu de balancer, ben, et bien lui dire, eh bien j'ai besoin de calme, j'ai besoin de ça. Et vous verrez que franchement les enfants, c'est des amours. Et franchement, quand on a compris qu'un enfant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut grandir. Qu'est-ce qu'il veut? Il aime ses parents avec une passion, une force. Il m'a ramené par d'un amour mystique. Et elle a une phrase qui est belle, c'est vraiment l'enfant voue à ses parents un amour mais quasi mystique. Et c'est tellement dommage parce que l'adulte passe à côté de cet amour. En fait, l'enfant, qu'est-ce qu'il veut? Il aime avec passion ses parents, il a un amour dévorant pour eux. Et nous, souvent, on passe à côté parce qu'on est fatigué, parce qu'on ne voit pas tout ça, on est pris dans notre droit et c'est normal. Hein.
Et c'est vrai que souvent, il y a plein de choses où en fait, on pourrait dédramatiser parce qu'en fait, on ne voit pas l'amour qui va derrière, on ne voit pas le besoin de câlin, on va voir juste il m'embête, qu'est-ce qui me gonfle, là, arrête avec ton bruit, avec ton machin là. Vous voyez, et souvent, il y a plein de choses en fait, parce qu'on ne voit pas le besoin qu'il y a derrière en fait. Il y a des fois un besoin d'attention, et parfois, si on se dit, écoute, je prends 3 minutes, je vais me reconnecter avec lui. Je vais m'asseoir, je vais faire un câlin, et après, hop là, c'est parti. Par contre, tu sais, mon poussin, on se fait un câlin, j'ai vraiment besoin de travailler, je finis mon dossier urgent, et donc j'ai besoin de me concentrer. Est-ce que tu serais d'accord pour que ton tambour, soit tu vas le mettre dans la salle de jeu, soit tu en fais pas, tu fais un jeu calme? Ok, mais ne croyez pas que l'enfant, il ne va pas vous écouter. L'enfant, il veut coopérer, l'enfant, il veut vous faire plaisir, il a un désir fou de vous faire plaisir. La plupart de ces choix qu'il fait, c'est pour vous faire plaisir, pour essayer d'aller dans votre sens. Donc du coup, si vous prenez du bon côté, l'enfant, c'est facile, c'est fluide en fait. Et après, une fois que vous avez fait tout ça, s'il vous reste 3-4 conflits, eh bien c'est facile à gérer. Vous voyez? Parce que vous avez l'énergie pour l'accompagner dans sa frustration et pour poser vos règles. C'est pour ça que je vous dis, choisissez vos batailles, choisissez les batailles qui sont importantes pour vous et les choses où là c'est intransigeant. C'est non. Là, on ne transige pas. Moi, je ne veux pas que tu aies des couteaux tranchants dans la main. Je veux pas que tu... Vous voyez, à telle heure on est couché. Il y a telle et telle règle dans ma famille et on a choisi ces batailles, on a choisi les choses qu'on voulait mettre en place. Et après, on a l'énergie pour se focaliser dessus et l'enfant comprend. Et l'enfant, en fait, finalement, quand on lui pose des règles, finalement, on se rend compte qu'ils n'ont pas tellement un problème avec les règles, en fait. Au contraire, ils adorent les règles. Vraiment, en fait, le nombre de règles qu'on peut mettre en place et qu'une fois qu'elle est mise en place, alors là, tout le monde comme des petits sols à suivre, et bien finalement, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choses qui peuvent se mettre en place. J'en ai beaucoup dit, j'ai beaucoup parlé, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous ai préparé une petite liste en fait, de livres que j'affectionne particulièrement, qui permettent vraiment d'aller plus loin. Il faut savoir aussi une chose, voilà, qui est qu'en fait là vous avez entendu beaucoup de choses, il y a des choses nouvelles, des choses peut-être pas nouvelles, vous avez peut-être rien appris, mais c'est un travail en fait quotidien et c'est quelque chose qui ne va pas se faire un jour, vous ne vous découragez pas, c'est pas quelque chose que vous allez tout de suite, alors c'est sûr que là en sortant vous allez être très motivé, vous allez avoir des cœurs dans les yeux et vous allez être là, alors plus jamais de punition, je vais tout régler. Et en fait vous allez retomber dans les mêmes choses et vous allez vous relever et c'est quelque chose en fait petit à petit, vous allez apprendre, et c'est quelque chose qui peut prendre des mois, et parfois des années en fait. Et c'est le travail presque de toute une vie en fait, d'essayer d'être patient, et c'est vraiment quelque chose, voilà, vous découragez pas, sachez qu'en fait chaque fois que vous retombez, vous recommencez, et l'important voilà, c'est l'amour dans tout ça, c'est vraiment l'amour que vous avez pour votre enfant, et petit à petit, avec la patience, on arrive à se programmer. Et je me souviens du long chemin que j'ai eu, que limite j'avais l'impression, c'était bête, mais j'avais l'impression en fait d'apprendre presque des phrases par cœur pour en fait savoir comment réagir, qu'est-ce que je devais dire. Bon maintenant c'est naturel en fait, ça me fait rire en fait de me dire qu'à l'époque j'apprenais des phrases par cœur parce que j'ai eu ce besoin en fait d'arriver à me reprogrammer. J'ai senti que je faisais un énorme travail de reprogrammation, de ne pas réagir par réflexe, et c'est pas l'instinct, on me dit l'instinct maternel, c'est pas un instinct en fait, c'est simplement la programmation qu'on a eue dans le passé, c'est celle qu'on va appliquer bêtement à son enfant en fait. Donc dis-moi d'où tu viens et je te dirai comment tu es un parent en fait. C'est tout simplement on reproduit son enfance. Donc du coup, le cerveau est plastique et vous pouvez vous reprogrammer, et si vous le voulez, vous y arriverez très très bien. Vous aurez des moments où ce sera plus ou moins facile, mais il faut avoir cette envie en fait de le faire. Et petit à petit, vous allez y arriver. Il y aura encore des situations qui vont vous échapper. Voilà, on ne peut pas tout contrôler, on n'est pas des machines. Et l'enfant, ce qu'il a besoin de savoir, c'est que son parent fait aussi des erreurs. Si vous lui avez mis une claque, voilà, j'ai pas envie de dire c'est pas grave, parce que rien ne justifie une claque à mes yeux. Mais on peut l'expliquer, on peut la comprendre. Vous voyez. Et donc, même si vous avez un moment où une claque, une main qui laisse, ou un cri, une punition, et ben on s'excuse, voilà, pardon, excuse-moi. On ne justifie jamais, on le comprend, mais on ne justifie pas. C'est-à-dire que vous ne justifiez pas à vos yeux une claque. Oui, mais bon, il a mérité, c'est bon quoi. Donc non, il n'a pas mérité. Rien ne justifie qu'on tape un enfant, surtout un être aussi petit. Surtout un être aussi petit. Et même un adulte. Enfin, personne ne justifierait de taper une femme. Vous vous rendez compte? En France, on n'a pas le droit de taper une femme, on n'a pas le droit de taper un chat, on n'a pas le droit de taper un chien, on n'a pas le droit de taper un bébé. Vous vous rendez compte? On est encore un des rares pays d'Europe où la fessée est permise. C'est scandaleux. Et voilà, et donc on ne demande pas à la justifier, on peut la comprendre, voilà, on ne va pas juger qu'il y a un parent qui a tapé son enfant, parce qu'on sait que en fait, l'emportement fait que des fois on n'arrive pas à se maîtriser. Maintenant, comment on fait pour aller de l'avant? Et j'espère que ce soir je vous ai donné des pistes pour explorer, pour faire autrement, et pour être vraiment
dans l'anticipation et prévenir plutôt que guérir. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ne me dites pas que j'ai répondu à tout quand même. Est-ce qu'il y a des cas plus spécifiques où vous dites comment est-ce que je pourrais faire? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ou des... C'est magique. Bon. C'était complet. C'était complet? C'était le but. Et vous avez Cœurage aussi, si vous n'avez pas trop de temps, vous avez aussi les vidéos d'Isabelle Filiosa sur internet. Donc vous pouvez des fois l'écouter même en roulant, dans le métro, écouter ces vidéos parce que vraiment elle parle bien et elle écrit bien. Ça se fait très vite. Et j'encourage vraiment à lire ses ouvrages. Il y en a un que j'aime particulièrement dans la liste que je vous ai donné, celui de Thomas Gordon, Parents efficaces. Après, je pense qu'il peut y avoir un livre par parent ou un livre par étape de sa vie en fait. Il y a des livres sur lesquels on peut les acheter, commencer à les lire, buter et les trouver ennuyeux. Et en fait, ça ne nous correspond pas. Et puis revenir quelques mois après et en fait les trouver passionnants et se demander pourquoi on les a pas, parce qu'ils ne nous correspondaient pas en fait. Et c'est vrai qu'il y a des livres. Enfin, je sais que dans mon cheminement de maman, il y a des livres en fait, que j'ai adorés, que j'ai lu une traite, d'autres que je les ai trouvés vraiment indigestes. Et en les lisant un an après, en fait, je les ai trouvés mais géniaux. Et parce qu'ils me correspondaient, et parce qu'ils me apportaient des réponses. Donc c'est pour ça que dans la liste, essayez d'en acheter plusieurs. En plus, maintenant, vous les trouvez à la collection Marabout, ils coûtent 5-6 €, donc ça coûte vraiment pas cher. Et essayez de les lire. Et s'il y en a un qui ne vous correspond pas, vous pouvez en lire un autre. C'est pas parce qu'il y en a un qui ne vous correspond pas, parce que vraiment il y a chaque auteur en fait qui est vraiment différent. Et c'est pas parce que moi je sais par exemple celui de Jane Nelson, la discipline positive. C'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce qu'il y a beaucoup d'exemples concrets en fait de comment faire dans des situations, quelles phrases on peut dire, etc. Et moi ça m'a aidé puisque voilà, j'avais besoin d'avoir des clés de comment faire et ça m'a beaucoup aidé. Il y a Parents efficaces aussi. Il y a un livre qui est fantastique pour les tout petits et en l'occurrence c'est J'ai tout essayé, comme le livre elle l'indique si bien, c'est-à-dire que les parents ils disent j'ai tout essayé, j'essaie de fessé, la punition, le cri, j'ai tout essayé, rien ne marche en fait. Et J'ai tout essayé, c'est un livre qui est vraiment, vraiment bien. Parce que il est rapide surtout pour les hommes. Bon, je dis pas que les femmes n'aiment pas lire, enfin les hommes n'aiment pas lire, c'est parce que je suis en train de sous-entendre. Mais bon, souvent, voilà, tout bouquin c'est très bien sur les enfants, c'est passionnant. Tu m'en feras un résumé, chérie. Voilà, mais j'ai tout essayé. L'avantage c'est que c'est des petites BD et donc en fait c'est facilement lisible. En fait. C'est-à-dire que voilà, vous avez entre guillemets la situation type, à faire, à ne pas faire. Ça parle beaucoup, donc il y a beaucoup d'hommes et de femmes aussi qui aiment ce livre, c'est vraiment un best-seller, mais c'est vrai que voilà, des fois on a l'information, et pourquoi aussi au niveau, il y a beaucoup d'éclairage sur les neurosciences en fait, et neurosciences qui est clair en fait, qu'est-ce qui fonctionne bien, pourquoi l'enfant réagit comme ça, et mieux comprendre l'enfant, en fait, c'est en fait mieux l'accompagner parce qu'il y a des choses où on ne sait pas, par exemple si on ne sait pas que c'est que vers 21 mois que l'enfant retient une règle, on se dit, il me provoque, il a 11 mois, je lui dis, ouvre pas le placard. Il ouvre le placard, mais il me rend dingue. 3 fois je lui dis, 3 fois il le refait. Et en fait, si on ne le sait pas, on le voit comme la provocation. Alors qu'enfin, l'enfant simplement touche le placard, il touche le placard. Ah ouais, c'est exactement ça. Ouais. Alors en plus, maman elle fait une super réaction, touche le placard, j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Donc en fait, quand on dit à l'enfant, c'est oui, c'est ça. Le placard reste fermé. Voilà. Et on va prendre autre chose. Il y a quelque chose qui marche super bien, moi j'appelle ça l'effet poisson rouge. Alors par contre ça disparaît vers 21 mois, quand l'enfant c'est capable de retenir, ça marche super bien avec les tout petits, c'est-à-dire que l'enfant il a un truc interdit, hop, on donne un truc permis, voilà. Et donc il a oublié le truc interdit, et voilà, et on lui donne des clés, un machin, on a enlevé le truc dangereux, hop, et en fait l'enfant souvent il oublie, donc après ça disparaît. Mais il y a d'autres avantages, en fait. Si vous voulez, à chaque étape, il y a des petits trucs et astuces qu'on peut utiliser. Donc en dessous de 21 mois, 20-21 mois, il y a l'effet poisson rouge marche. Dans la majorité des cas, ça évite les colères noires et autres. Donc ça fait partie des petites choses qu'on peut mettre en place. Après, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Moi, je trouve juste par contre que ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas eu suffisamment de communication sur ce type, sur ces méthodes d'éducation avant. Oui. Parce que je pense que nos parents, nous, on fait des erreurs qu'on a été amenés à reproduire. Oui. Spontanément, pourquoi? Parce que j'ai été éduquée comme ça et que spontanément c'est comme ça. Un enfant est
Et moi, je sais qu'une fois, à la maison, j'ai reçu mes parents. Oui. Donc on était en réunion, autour de la table, et à un moment donné, je me suis opposée à ce qu'on punisse mon aîné qui avait fait une bêtise. Alors non, ce n'est pas lié à ça. Et du coup, je sais que ça a choqué tout le monde. Ça a vraiment choqué tout le monde parce que en gros, je partais sur une mode d'éducation qui n'était pas du tout conforme aux règles et que j'allais m'en rendre les doigts. Et c'était la réflexion de tout le monde. Je veux dire, mes frères, mes soeurs, t'es folle, tu vas te faire bouffer dans quelques années, etc. Tu vas regretter. Et c'est vrai que la norme, c'est on corrige un enfant, on écrit après, voilà. Et on est dans la reproduction. C'est ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on a quand même aussi. On ne va pas non plus condamner les parents parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont sorties dernièrement sur les neurosciences en fait. Et les neurosciences ont permis de se rendre compte de beaucoup de choses au niveau du développement de l'enfant, de ce qu'il fait avancer, de ce qu'il fait au contraire, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont sorties dernièrement. Donc entre guillemets maintenant c'est bien facile pour nous parce qu'on a entre guillemets ce soutien de la science qui nous dit bah si l'enfant qui est puni il va moins coopérer, il va à long terme au contraire ça a l'effet totalement inverse en fait parce qu'on croit qu'en mettant ça et ça et ça du coup l'enfant il va être plus capricieux, plus ci, plus ça. En fait non, c'est vraiment l'inverse qui se passe. Et bien ça maintenant on n'a plus la science donc en fait on peut plus facilement, c'est pour ça que ça se répond de plus en plus parce que maintenant on a des choses qui montrent en fait que du coup l'enfant il réagit mieux au contraire dans un climat bienveillant, dans un climat de confiance, un climat, etc. Donc c'est plus facile en fait. Et maintenant ce qui se passe souvent, parce que forcément un parent qui entend parler de ça, qui en est convaincu, qui dit ok très bien je vais faire différemment, bon comment faire, bon très bien j'ai entendu ce soir j'ai toutes les clés, maintenant il y a quelque chose en lui qui se passe, c'est-à-dire que c'est pas juste, parce que quelque part je vais proposer quelque chose à mon enfant que je n'ai pas. Donc parfois il y a aussi ça, il y a un peu, parfois il faut avoir un sentiment un peu ambigu de jalousie en fait, et puis de malaise en fait, en se disant mon enfant, moi j'ai pas eu ça en fait. Et c'est inconscient, hein, vous n'allez jamais verbaliser, clairement, vous n'allez jamais verbaliser que quelque part vous n'avez pas eu ça. Mais parfois c'est ce qui fait aussi qu'on peut avoir un comportement un peu brutal, un peu brusque avec l'enfant, parce que justement il y a cette dichotomie en fait, où on peut proposer, et du coup ce qui fait qu'on se retrouve avec ok moi j'ai pas eu ça, mais alors maintenant je sais tous les effets néfastes, maintenant j'en veux à mes parents. Et ça, c'est un long chemin aussi, d'arriver à pardonner à ses parents, d'arriver à... Et il y a un livre que je recommande vivement, enfin il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle Parents toxiques. Donc on va dire que c'est le diagnostic, c'est-à-dire que ça permet, vous ouvrez tout le chapitre, donc c'est merveilleux, vous avez repris sur le chapitre 13, voilà, donc vous dites c'est bien, mes parents étaient toxiques, tac, parce que c'est Y, Z. Donc là vous avez identifié le mal, et donc du coup, ayant identifié que c'était pas bien, que c'était difficile, voilà, vous avez pleuré un bon coup, et vous dire voilà, j'ai subi ça, etc. Maintenant, c'est pas tout d'avoir ça, maintenant il y a le fait de comment on fait avec. Et il y a un livre d'Isabelle Spinoza qui est vraiment remarquable, qui s'appelle, et son titre, vraiment je trouve que ses titres sont assez parlants. En fait, c'est Je t'en veux, je t'aime. Et du coup, qui justement, en fait, reprend cette relation justement avec les parents et comment on peut se réparer en fait. Et finalement, il y a une phrase sur moi qui m'a été une révélation, et on est des victimes de victimes. Et là, en fait, d'un coup, vous avez le ciel qui se déchire, les nuages qui s'écartent, et en fait, vous dites, oui, mais parce qu'en fait, lui-même, il a reproduit les mêmes choses, et complètement, et en fait, lui, il a cru bien faire, parce que sinon, on n'avait pas entendu parler. Soyons clairs, j'aurais jamais lu Isabelle Spinoza de ma vie, soyons clairs, j'aurais tarté les enfants, je les aurais punis, j'aurais crié dessus, parce que moi, je voulais mettre des bonnes bases, moi, j'ai pas envie d'avoir des voyous, voilà, soyons clairs. Et en fait, eux, ils sont des victimes de victimes, ils sont des victimes de victimes de victimes, c'est tout. Et donc, c'est ça, en fait. Donc, à la base de la base, c'est simplement des parents qui ont voulu mettre un cadre, etc. Parce que effectivement, si vous êtes dans le laxisme, mais c'est horrible, les effets du laxisme sont presque, on ne peut pas dire aussi horribles que l'effet de l'autoritarisme. Parce que vous avez des enfants sans règles, sans principe, sans foi, donc c'est sans borne, sans limite. Donc le laxisme est néfaste. Et effectivement, vous avez des enfants mais insupportables. Horrible, je veux dire, des parents laxistes, leurs enfants ils sont imbuvables, quoi, et les relations avec les parents sont imbuvables. Donc effectivement, c'est parce qu'on a, en fait, et c'est ça qui est maintenant, c'est dans les balbutiements de la bienveillance, et en fait souvent la limite est fine, c'est pour ça que je vous disais, c'est important de bien comprendre que la bienveillance ne signifie pas absence de règles. Et ça, c'est important de se le rappeler. Attention à ça, c'est pas parce que votre enfant se met à hurler comme un fort que vous allez céder.
Ça, c'est pas lui rendre service. C'est lui dire, ok mon coco, quand tu hurles, t'obtiens. Vous voyez? Et on n'est pas du tout là-dedans, parce que ça, c'est du laxisme. Si vous dites, c'est non, tu grimpes pas là-dessus, c'est dangereux, Isma hurler, bon ok d'accord, fais-le. Ou c'est non pour le biscuit, ok d'accord, prends-le. En fait, là c'est du laxisme. C'est tout, vous voyez. Et vous êtes juste du laxisme avec des petits mots doucereux, mon chéri, mon poupon, avec la bienveillance. En fait, c'est du laxisme enrobé de gentils mots. Mais là, en fait, la bienveillance éducative, c'est tout sauf le laxisme, en fait. Et c'est vrai qu'il y a une fausse image, en fait, de ça. Et c'est vrai que souvent, Montessori, Montessori, on entend souvent, mais de toute façon, Montessori, ils font n'importe quoi. Alors non, ça, c'est la mauvaise compréhension de Montessori. Montessori, c'est tout le contraire. C'est énormément de règles, un cadre énormément posé, et bien faire, bien dire, et ensuite, quand ce cadre est posé, à l'intérieur, une liberté. Parce que finalement, c'est une liberté totale dans une absence, dans un environnement totalement pensé pour l'enfant. Donc en fait, c'est souvent ce qu'on entend, c'est voilà, Montessori, il n'y a pas de règles, la bienveillance, de toute façon, l'enfant est l'enfant roi, mais c'est tout sauf l'enfant roi. Je veux dire, un enfant qu'on laisse manquer de respect, pour moi, c'est pas de la bienveillance. Je veux dire, si votre enfant il vous parle mal et que vous acceptez ça, pour moi, c'est pas de la bienveillance, c'est du laxisme. Enfin, moi, je n'accepte absolument pas que ma fille me tape, je n'accepte pas qu'elle me crie dessus, qu'elle me parle mal. Mais ils le savent, de toute façon. Je dis là, par contre, j'accepte pas que tu me parles comme ça. Pardon. Voilà. Et ici, et par contre, je ne force jamais à ce qu'on s'excuse. Mais je dis, quand c'est intolérable à mes yeux, là, par contre, j'accepte pas que tu me tapes. Alors, quand tu seras prête, tu me demanderas pardon. J'ai imposé qu'elle me demande pardon, par contre, je n'impose pas que c'est maman. Et je préfère qu'elle me le dise le lendemain au réveil en disant pardon, maman, je suis désolée, je t'ai tapé, que plutôt que je la force. Et en fait, à l'intérieur d'elle, vous vous souvenez, les souvenirs des enfants sont déjà forcés à des pardons, et vous aviez de la haine ou de la rancœur, on dira bah tu me forces, mais je te dis pardon, mais je pense que j'ai peur d'en prendre une de plus. Mais en fait, c'est pas ça que vous demandez. C'est pour ça qu'on peut poser à l'enfant que c'est intolérable ce qu'il a fait. Ouais, vous dites, voilà, vous pouvez très bien dire, j'accepte pas, non là tu ne parles pas comme ça, j'ai besoin de respect, vous avez besoin de vous faire respecter aussi. On n'a pas le droit d'accepter qu'on nous parle mal, qu'on nous tape, qu'on nous crie dessus, mais à quel moment c'est ok? On n'a pas le droit d'accepter qu'un frère tape sa soeur ou qu'une soeur tape sa soeur. On n'a pas le droit d'accepter ça. Enfin, si ça fait partie, à moins que ça fasse partie de vos valeurs, mais si ça ne fait pas partie de vos valeurs, vous pouvez très bien poser, écoute-moi dans ma maison, personne ne se tape, donc moi j'accepte pas. Là je suis pas d'accord avec ce que je fais. Je suis pas d'accord. Selon mon fois, je répète ça. Je suis pas d'accord. Vous voyez, quand il est en train de faire n'importe quoi, non, je suis pas d'accord. Tu ranges pas ça. Tu le ranges, s'il te plaît. Vous voyez, et on peut poser ses limites. Et on verbalise, et l'enfant, il accepte petit à petit, en fait. Donc après, on accepte qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'on dit. Et là, c'est là qu'il se met en colère, etc. Et en fait, simplement, on pose la règle, et qu'après, on accepte que l'enfant, il est d'accord ou pas d'accord. Mais on ne force pas à le faire. C'est-à-dire qu'on ne force pas l'enfant à ranger, mais on va lui dire que ça doit être rangé. Mais on ne va pas le prendre par la peau du cou et le forcer à ranger. Et petit à petit, on lui pose la règle. Tu sais quoi, quand tu rentres, les chaussures, elles sont rangées. Voilà. Mais j'entends que tu es en colère. J'entends. Moi, j'ai remarqué entre mes enfants même que si il y a un qui fait du mal à l'autre et que je lui rappelle juste ce qu'il a fait, oui. Bah, il a de l'empathie tout seul, en me disant, t'as vu ce que tu as fait à ta soeur? Et tout d'un coup, il y a une sorte d'empathie et il s'en va s'excuser presque tout seul. Et ça marche mieux que si c'est nous qui forçons. Non seulement, en fait, je vois souvent autour de moi des gens qui disent va lui faire un bisou à l'autre, en fait, à l'enfant qui vient d'être tapé. Non seulement il a été tapé, en plus de cela, on l'oblige à accepter un bisou de l'autre qui lui a fait mal. Tout à fait. Donc c'est paradoxal. C'est exactement. C'est difficile quand même. Il y a des choses qu'on ne ferait pas faire à un adulte, vous voyez. Je sais pas, vous venez vous faire insulter, quelqu'un qui va pas lui faire un bisou. Donc, mais ce qui est difficile, je trouve super difficile dedans, c'est que la plupart des personnes qui nous entourent, je trouve en majorité, malheureusement, sont à l'encontre de ça et le voient comme chose de très négatif. Et je trouve que dans cette éducation-là, pour la faire au quotidien, une des choses les plus dures, c'est le regard des gens et les réflexions. Et au quotidien, sur plein de choses qui sont vues comme quelque chose de laxiste, comme un manque de respect de l'enfant, parce qu'on ne met pas les bases, qu'on n'est pas assez strict, et du coup, je trouve que ça complique vraiment la chose, parce que nous, on sait les bien fondés par rapport à la science, etc. On ne va pas partir dans un dialogue à chaque fois incroyable, mais de simplement garder confiance en soi et être sûr de soi, en fait, simplement, de sa capacité, et de lâcher prise et de se dire, je ne vais pas le convaincre, tant pis, je fais juste ce que j'ai à faire, et tant pis du jugement des autres. Et je trouve que ça, c'est vraiment une étape qui est dure, parce qu'il réplique tout le temps,
Mais justement, quand on dit oui, mais si on faisait ça à un adulte, parce que c'est facile, je trouve, d'expliquer comme ça, oui, mais regarde, si toi t'avais fait ça à ton conjoint, nanana. Souvent, ils nous répliquent, bah ouais, mais non, mais c'est un enfant, justement, c'est pas un adulte. Et je trouve que comme on en parlait tout à l'heure, c'est exaspérant. Mais il faut ne perdez pas foi en l'humain, en fait. Repensez que vous avez été convaincu un jour par quelqu'un et par quelque chose. Oui. Vous voyez, et nombre de fois, et parfois c'est pas le bon moment. Vous parlez à des personnes, c'est pas le moment. Et elles ne vous entendent pas. Mais peut-être que 2 ans après, elles vous entendent. En fait, et vous avez quelque part semé une graine, en fait. Et chaque adulte est quelqu'un qui potentiellement nous demande qu'à être convaincu. Parfois, ils ne sont pas convaincus. Parfois parce qu'ils ne sont pas d'enfants. Parfois parce que c'est pas le moment. Et parfois parce qu'ils n'ont pas vu des choses comme ça. Après, il faut savoir que les enfants que vous allez avoir vont parler d'eux-mêmes, en fait. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que finalement, les enfants que vous allez avoir, finalement, sont des êtres généralement assez délicieux, assez respectueux. Donc finalement, comme vous ne les élevez pas dans le laxisme, c'est des enfants qui vont être respectueux, qui vont être doux, qui vont être empathiques. Et donc du coup, finalement, les gens vont lâcher. Ils vont peut-être vous embêter pendant les 2 premières années, mais finalement, ils vont voir que vos enfants, ils sont polis, vous n'avez pas besoin d'être sur leur dos pour dire merci, bonjour, machin, qu'ils sont respectueux avec vous, que vous posez des limites. Que quand votre enfant vous manque de respect, tout de suite, stop, hop là, même si vous êtes devant quelqu'un d'autre, non mais là s'il te plaît, ça ne va pas. Vous voyez, donc en fait, ils voient quand même, ça les rassure que quelque part vous posez une limite devant l'enfant. Donc du coup, ils ont besoin aussi de savoir que ça ne va pas partir à volo. Et donc finalement, votre enfant grandissant et s'épanouissant, une fois que votre enfant est heureux, et puis votre enfant c'est un rayon de soleil, donc une fois où voilà, on a ces réflexions-là, finalement, il réussit pas si mal, puisque son enfant, ses enfants sont des rayons de soleil. Et puis bon, si vous avez un, ça marche bien, on vous dit vous avez de la chance, c'est normal, c'est un petit ange. Quand vous avez le deuxième, ah bah zut, alors vous avez fait 2 anges quoi, donc bon, j'attends le 3e petit ange. Donc oui, et donc petit à petit, et puis au final, les choses, vous le faites pour vous-même, en fait. Vous le faites pour votre enfant. Alors c'est sûr que c'est agaçant au regard de l'autre, mais finalement, ce qui est le plus important, c'est l'enfant, en fait. Et ça. Et vous savez que dans tous les cas, à moyen terme, vous serez gagnant et tout le monde le reconnaîtra. Et même s'ils ne le reconnaissent pas, c'est pas grave. Et en fait, ça, c'est pourquoi ça vient de l'enfance, ce besoin d'être reconnu par l'autre. Bon, c'est vrai que c'est un peu un être social, on a besoin de reconnaissance, de lien social, etc. Mais c'est pour ça que moi, c'est ce qui m'a passionné chez Modèle Montessori. C'est vraiment s'affranchir au maximum du regard d'autrui, en fait. Et si vous regardez tout le matériel Montessori, il est autocorrectif et il permet en fait à l'enfant d'avoir un retour tout de suite immédiat et qui ne dépend pas de l'adulte. C'est ça qui m'a plu chez Modèle Montessori. C'est ma passion pour Modèle Montessori, la pédagogie Montessori, l'éducation de vient de là, en fait. En partie de là. Et je me suis dit, mais c'est génial en fait. Un enfant qui en fait, dont les choix ne dépendraient pas de l'adulte, dépendraient le moins possible de l'adulte. Mais c'est ce que je me suis dit, mais c'est vraiment génial en fait. Et c'est vrai que finalement, une fois que vous êtes convaincu, mais que le voisin, la voisine, ils pensent que vous êtes laxiste, qu'est-ce que vous en fichez, voilà. Non mais c'est vrai, c'est parce qu'on a un besoin de reconnaissance ou parce qu'on n'est pas encore sûr. Mais ça c'est un effet quand on démarre en général ou quand on a un enfant petit. Après quand on est vraiment convaincu, que ça fait un moment, moi j'ai eu les mêmes choses au tout début, ça me gonflait, tes réflexions. Après franchement maintenant je n'ai plus rien à faire, je suis tellement convaincue par mon truc. J'ai des enfants voilà, qui ont 5 ans, 2 ans, enfin voilà, pour moi, pour un moment, je reviendrai en arrière. Et en fait, du coup, les personnes de mon entourage, je les convainc au fur et à mesure, dans toute ma famille, ils sont en là-dedans en fait. Même mes parents. Même mes parents. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre espoir. Donc du coup, petit à petit, et dites-vous qu'en fait, autour de vous, vous avez un cercle d'influence en fait. Et donc vous pouvez convaincre 10 personnes autour de vous qui à leur tour peuvent convaincre 10 personnes autour d'eux, etc. Et donc du coup, ça fait des graines, ça fait des enfants qui pourront avoir des relations plus sereines. Et puis dites-vous aussi, vous n'êtes pas obligé d'accepter qu'on maltraite un enfant devant vous quand vous êtes au supermarché. À quel moment vous avez décidé d'être dans le mutisme? Quand vous envoyez un parent qui tape son enfant ou qui crie sur son enfant, à quel moment vous êtes obligé d'accepter? Vous imaginez, vous êtes dans un supermarché, vous avez un gars qui est là et qui tape sa femme devant vous. Est-ce que vous allez intervenir, s'il vous plaît, monsieur, calmez-vous? Est-ce que vous allez intervenir si vous voyez un homme taper sa femme? Je pense que 90% du temps, oui. Alors qu'un enfant, là, curieusement, on détourne le regard. Voilà, intervention sur la femme. Mais on n'intervient pas, alors qu'est-ce qui vous oblige à pas? Vous avez peur quoi? Vous devez en prendre une? Pas forcément. C'est le problème de possession, la plupart des gens. Oui, mais vous dites c'est mon enfant qui dit c'est mon enfant, je fais ce que je veux. Bah non, mais c'est votre femme, vous faites ce que vous voulez. Bah non. C'est votre chien, vous faites ce que vous voulez. Bah non. Ça reste un humain qui a pas envie. Et même si le parent vous balance, c'est mon enfant, ce que je veux. Vous pouvez dire à l'enfant qui est là, tu sais, c'est pas normal d'être tapé. D'accord? Personne n'a le droit de taper un enfant. L'enfant, il l'a entendu, il sait que c'est pas normal.
D'accord ? Même si il a eu un regard compatissant. Donc même si l'adulte, vos paroles, de toute façon, je sais ce que tu veux, c'est mon enfant. Voilà. Et bien il l'a entendu déjà. Il a entendu que c'était pas normal. Vous voyez, et même si l'adulte l'a entendu, et l'enfant l'a entendu. Et ça fait toujours écho. Donc il n'a pas justifié parce que forcément un adulte blessé blesse. Vous voyez, mais il l'a entendu quelque part. Et on n'a pas justifié. À ses yeux ça. Et donc quelque part, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord avec lui. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il y a un point que j'ai aimé, c'est le tu. Le tu m'énerve. Tu m'énerve. Et du coup, le gamin qui identifie cette expression, en disant en fait c'est la source du problème. Et en fait non, c'est le oui qui fait. Oui. Et tellement de fois. Tellement de fois on parle, tu on fait cette erreur. Tu es sale. Non mais stop, tu arrêtes, tu m'énerves. Et du coup on grandit en tant qu'adulte, on ne sait même pas ce qu'on nourrit en soi, indirectement en fait. Et ça nourrit autre chose et puis et même en tant qu'adulte, en fait, le nombre de réactions qu'on a, parce qu'en fait, on va dire tu et ci et ça. Et en fait, si on disait, en fait, ça me dérange, si on identifiait en fait nos besoins et ce qui nous dérange précisément, en fait, il y aurait beaucoup de choses qui changeraient en fait. Tellement de choses. Et par rapport à l'enfant, tellement de choses qui sont beaucoup moins humiliants en fait pour l'enfant. Parce qu'en fait, à l'enfant, c'est intéressant aussi que l'enfant, Isabelle Filiosa, elle parle beaucoup que l'enfant blessé, en fait, c'est un peu comme une balle de ping-pong. L'enfant blessé, en fait, il se reçoit une bosse, donc ça fait à l'intérieur. Et lui, en fait, il est tout le temps obligé de se refaire. Et du coup, c'est vraiment. C'est pour ça que souvent, parfois, quand vous dites un truc et il vous fait vous avez remarqué qu'il y a un. Vous voyez, juste après. En fait, même si c'est ça là, il vous balance un truc, c'est juste pour se rebooster en fait, pour se rééquilibrer en fait. Et l'enfant il sait très bien en fait, hein. Si vous le regardez c'est assez admirable en fait, parce que l'enfant il sait très bien, il vous dit quand il n'est pas bien, il vous exprime toutes ses émotions, vous savez. En fait après on apprend juste à mettre une grosse camisole sur nos émotions, sur tout etc. en fait, hein. Mais l'enfant lui c'est fantastique, hein. Lui c'est un livre ouvert, hein. Lui il ne fait pas des cachotteries, hein. Lui il va bien, hein. Il va pas bien, il va pas bien. Donc, et c'est intéressant en fait de voir vraiment ce besoin de se reconstituer en fait. Et puis après en fait, si on prend trop, il se renferme dans sa coquille en fait, et il abandonne en fait. C'est trop dur de lutter. Parce qu'il veut qu'il grandisse en fait. Donc c'est pour ça qu'après, on va dire que ça marche, il s'est soumis. Il a juste abandonné, il a lutte en fait sur certains points en fait. C'est triste. En fait, on devrait s'inspirer d'eux, c'est eux les exemples et c'est nous qui nous sommes. Et le nombre de fois, en fait, on est assez scotché en fait par la confiance en eux qu'ils ont et la manière dont ils vont dire les choses. Et le nombre de fois où j'ai regardé ma fille, je me suis dit, putain, mais j'aimerais bien être comme toi. Franchement, de dire les choses posément, mais en fait, tu sais, blablabla, moi je suis pas comme ça. Je me suis dit, putain, mais il a 4 ans, quoi, il est en train de m'apprendre. Comment elle peut oser me dire des choses comme ça en fait? Moi j'aimerais bien pouvoir dire la même chose à mes parents. De la même manière, sans jugement, sans irrespect, juste tac tac tac. Et sans émotion, quand je dis émotion, c'est émotion négative, les énervements, etc. Et effectivement, oui, on apprend beaucoup d'eux. Hein. Ils nous font grandir, ils nous font être un peu plus patients. Heureusement qu'on a des enfants. Hein. Sinon, on deviendrait des vieux guenous. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Ce qui est dommage, c'est qu'à l'école, on les transforme aussi, les copains. Exactement. J'ai vu la différence avec quand il rentrait à l'école, quand petite section nickel, moyenne section, il a commencé à changer ses goûts. Et du coup, je ne suis pas la seule maman. À observer le changement, la moyenne section, ça a été radical. Entre le caractère, déjà l'enfant lui a déjà son propre caractère, mais il absorbe ce qui se passe autour et il se dit mais en fait non, je devrais réagir comme ça, je devrais être comme ça. Et comme il est dans une phase d'apprentissage, il sort des expressions voilà, sorties de nulle part, des réactions également, et on se dit mais si on n'est pas vigilant, si on n'est pas constamment dans forme de correction et d'observation, on les perd vite. Mais c'est vrai que parce que le système en fait, classique, il se base en fait sur le même système que pour l'éducation,
C'est-à-dire que l'enfant, il ne marche que... En fait, on base du principe que l'enfant, c'est que la peur, la douleur, l'humiliation qui fait avancer. En fait, c'est ça, quand on réfléchit, finalement, quand on dit j'y arrive pas, c'est qu'on se dit qu'en fait, il n'y a que la peur, la douleur ou l'humiliation qui va faire qu'il va mieux faire, en fait. Et le système de l'école, c'est pareil, c'est la peur de rater, l'humiliation, de se sentir merdique. Vous voyez, et c'est ça, en fait, on part de ce principe que c'est ça qui va faire avancer l'enfant. Que l'enfant, naturellement, il ne va pas apprendre, en fait. C'est ça qui est... alors que finalement, l'enfant est hyper curieux. Et on se base qu'il n'y a qu'un système de notation qui va le faire avancer, en gros la carotte ou la punition. Il n'y a qu'un système de compétition. C'est ça qui est fou quand on y pense. On est dans un système, surtout maintenant, on encourage, vous voyez, quand on est dans les bureaux, on encourage de coopérer entre collègues, de travailler bien ensemble, etc., dans le dynamisme d'un projet. Alors que quand on est à l'école, en fait, ça s'appelle la triche. Puisqu'à l'école, c'est-à-dire que si vous demandez aux voisins comment on écrit girafe, eh bien, vous dites oh là-bas, là, les tricheurs. Et après, donc pendant 15 ans de votre vie, vous êtes là à ne pas demander aux voisins de l'aide, à ne pas vous entraider entre vous, à vous tirer dans les pattes pour être le premier, le deuxième, le troisième. En fait, pendant 15 ans de votre vie, c'est ce qu'on vous apprend, que vous ne pouvez surtout pas coopérer entre vous pour trouver des solutions. En fait, réellement, c'est ça, en fait, le système. C'est ça. Et ensuite, vous sortez de votre bac dans machin, la classe prépa, c'est pareil, il faut pas réfléchir, il faut pas ci, il faut pas ça. Et en fait, après, on vous dit, vous savez, maintenant vous avez un travail, vous êtes en coloc, vous travaillez tous ensemble pour le super projet. Et en fait, c'est là, vous avez presque envie de la jouer perso, c'est des informations, vous voyez. Et c'est ça, en fait, c'est assez étrange, en fait, le système dans lequel on est, où en fait, finalement, on se base vraiment sur la compétition écrasée. Alors qu'en fait, si on réfléchit, c'est pas ça les valeurs qu'on veut enseigner à nos enfants. La compétition, parce qu'on dit oui, mais le monde est compétitif, donc il faut lui apprendre la compétition. Mais pas forcément. Il faut avoir la coopération, et puis la compétition, elle est avec elle-même, avec soi-même. C'est-à-dire se dépasser. C'est pas forcément écraser l'autre. Vous n'êtes pas plus glorieux parce que vous écrasez l'autre. Vous n'êtes pas meilleur parce que vous avez réussi à écraser l'autre. Ça vous monte pas plus haut, on fait d'écraser l'autre. Vous restez là où vous êtes, sauf que l'autre descend plus basiquement. Oui. Donc du coup, c'est vrai que c'est un système assez étrange en fait. C'est étrange et l'école se base là-dessus, c'est pareil ce que vous disiez, donc finalement c'est la peur, la peur du résultat et finalement ça éteint la flamme. Alors finalement l'enfant, si vous regardez les apprentissages qu'il fait jusqu'à 3 ans, c'est fantastique. Il apprend une langue étrangère parfaitement, il apprend à marcher, à parler, à chanter, à sauter, à sauter à cloche-pied. C'est des éponges. Et ça, il a appris une langue parfaitement. Par contre, on estime qu'après, pour apprendre l'anglais, alors là, il faut y aller. Quoi. Et aucun plaisir, encore une fois. Alors qu'il a appris naturellement une langue pendant 3 ans. C'est pour ça qu'il a écrit Baby Montessori, il même Baby Montessori. Pour qu'ils apprennent avec plaisir les langues en fait. C'est ça qui est fou en fait. C'est qu'on oublie en fait cette capacité de l'enfant à coopérer. On a tellement une vision négative de l'enfant, en fait on a une vision noire de l'enfant. Une vision mais vraiment noire, je sais pas d'où ça vient, mais c'est vraiment une vision en fait comme s'il fallait arracher toutes les ronces de l'enfant, alors qu'en fait il suffit de cultiver les fleurs quoi. Enfin, pour être dans les métaphores, mais c'est vrai, l'enfant il a tellement de choses à apprendre et on part vraiment sur le principe, comme vous disiez, qu'on va se faire avoir, que ci, que ça, alors qu'en fait, si on encourage de belles choses, ben c'est ça qui grandit en fait. Et c'est intéressant, notamment dans le circuit neuronal, ce que vous savez, l'enfant a des synapses, et l'adulte aussi évidemment, et l'enfant il a 3 fois plus de synapses que l'enfant. Enfin, c'est impressionnant le nombre de milliards de synapses que l'enfant a. Et petit à petit, il en a de moins en moins. Donc on pourrait penser que plus ça va, plus il a de synapses. En fait, il en perd au fur et à mesure. L'enfant a des synapses. Par contre, c'est les synapses les plus utilisées qui vont se renforcer. Et c'est ça qui est intéressant. Donc en fait, finalement, c'est pas ce qui est le meilleur, c'est ce qui est le plus souvent utilisé. C'est-à-dire que c'est pas forcément les bons comportements qui vont se renforcer, c'est ce qui se passe le plus souvent. C'est-à-dire que si c'est le circuit de la peur, le circuit de taper l'autre, etc., c'est les choses qui sont le plus souvent utilisées et le plus souvent, on a mis le plus souvent l'accent en fait, qui se renforce en fait. Donc plus ça va, plus l'enfant il est renforcé dans son circuit de peur, d'agression, de paresse, etc. Et c'est ça en fait. C'est pour ça que si on met l'accent sur les mauvais côtés, c'est ça qui se développe le plus en fait. Alors que si on met l'accent sur les côtés positifs, l'entraide, la coopération, l'empathie, etc., ben c'est ça qui se développe et qui va de plus en plus être fort
Et c'est ça qui va se développer. Et c'est vrai que moi, ce qui m'émerveille vraiment, c'est la capacité d'empathie qu'ont les enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vraiment, j'ai remarqué à ma crèche, et chaque fois, j'admire de cette empathie réelle qu'ils ont. Ils savent à qui est quel doudou, quel sucette, tac, ils entendent pleurer, vite, vite, ils vont pour essayer de reconforter. Voilà, ils mettent la main pour rassurer. Franchement, c'est. Alors oui, des fois, ils ont des comportements un peu brusques, il y en a, mais il y a tellement d'empathie, tellement de. Voilà, naturellement, ils ont tellement ce souci de l'autre. Voilà. Et puis même quand ils sont tristes, vous êtes triste, ils viennent vous consoler. Enfin, c'est impressionnant en fait, ces enfants, en fait, l'amour qu'ils peuvent porter et le beau qu'il y a en eux en fait. Et souvent, on se focalise tellement sur le négatif, en fait, on en oublie le beau. Et c'est vrai que c'est la dernière chose que si j'ai un conseil un dernier conseil, c'est vraiment, de temps en temps, posez-vous en fait, et regardez votre enfant en fait, pour vous reconnecter à ce qu'il est et vous recharger vous-même, vous retomber amoureux de votre enfant en fait. Parce que parfois, on peut avoir un lien, c'est qu'on peut être un peu patauger dans des rapports un peu conflictuels. Et bien, si ça vous arrive, bah, du coup, reconnectez-vous à l'enfant, juste posez-vous en fait, regardez-le, vous vous dites, tiens, c'est merveilleux. Avec sa main, elle sait ouvrir, fermer. Et 15 fois, 20 fois, elle va ouvrir, fermer, elle n'y arrive pas, elle galère, elle continue, mais ils sont bluffants les enfants, on devrait être gaga d'admiration devant eux en fait, de leur patience, mais vous auriez explosé, mais si vous avez fait 15 fois de suite la même chose, vous aurez explosé, alors qu'eux ils continuent, ils s'acharnent, et jusqu'à ce qu'ils y arrivent, quoi. Ils ont une patience, vraiment, ces moments, voilà, où, surtout quand ils sont 15 mois, 16, 17 mois, ils sont crevants. Parce qu'ils sont dans la frustration tout le temps, ils sont dans l'exploration tout le temps. Et ces moments où vous vous posez, vous les regardez, vous dites, ouais, ils sont chouettes quand même. Voilà, et ça permet de se renourrir de cet amour. Ou même à 2 ans, où ils sont crevants, vous dites, punaise, mais il est tout le temps en opposition, il est tout le temps dans le monde, j'en peux plus. Et bien, ces moments où vous n'en pouvez plus, vous les regardez, vous dites, waouh, il est trop chouette, tout ce qu'il arrive à faire. Tout ce qu'il a évolué, du petit bébé qui ne savait même pas tenir un objet à un enfant qui court, qui saute, qui parle, Enfin, et ça, c'est précieux en fait, de vous recharger de cet amour pour continuer. Vous aussi, vous avez besoin de petites recharges plugin. Voilà, pour continuer d'avancer. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie d'être tous venus. Et puis, une belle soirée. Et puis, bon courage. Et plein de joie avec vos petits bouts. Ce sont des petites boules d'amour qui demandent qu'à être.